tout le monde et bienvenue à cette séance d'information qui est la 7e pour la cohorte dans le programme Nouveaux Horizons pour aînés, qui est un programme financé par le gouvernement du Canada pour nous aider à nous éduquer, à nous informer sur les enjeux qui nous concernent dans notre communauté. Et l'enjeu principal ici, c'est le deuil, c'est les funérailles, comment accompagner nos proches de la façon la plus digne. Alors, la séance d'aujourd'hui doit porter sur la fiscalité et les décès après le deuil. Qu'est-ce qu'il faut faire au niveau fiscal, au niveau comptable, pour que le défunt, pour pouvoir clôturer avec les impôts du défunt? C'est en fait sur ce thème-là que notre frère, Paul Rodrigue Fomi, doit nous entretenir aujourd'hui. Paul Rodrigue, c'est le président directeur général de l'entreprise Foparo CPA Inc. Il est comptable agréé avec une expérience de 14 ans déjà et il a travaillé en fiscalité, en comptabilité et en fiscalité au Canada et à l'international. Il a travaillé à Revenu Québec comme professionnel en vérification fiscale où il a réalisé plusieurs missions de vérification d'envergure auprès des contribuables, sociétés particuliers, travailleurs autonomes, ce qui lui a permis d'acquérir une solide expérience dans le domaine de la fiscalité et de la comptabilité. Alors, Rodrigue a aussi travaillé dans le secteur privé comme analyste à la comptabilité et directeur des finances, qui lui donne une solide expérience pour trouver des solutions aux problèmes d'entreprise. Rodrigue poursuit actuellement une maîtrise en fiscalité à l'Université de Sherbrooke dans le but d'acquérir de solides compétences supplémentaires en fiscalité afin de toujours offrir un service de qualité à sa clientèle. Il siège également dans plusieurs conseils d'administration à titre bénévole. Il est membre de l'Ordre des CPA du Québec et CPA du Canada. C'est un plaisir pour moi de pouvoir discuter de ces thèmes aujourd'hui avec l'ensemble des personnes qui sont présentes aujourd'hui. Donc, ça va être un thème beaucoup plus... je vais prendre le temps vraiment d'expliquer les aspects vraiment importants qu'il faut faire après le décès, parce que quand quelqu'un décède, ce n'est pas toujours facile, parce qu'on est dans le deuil et tout, mais il y a un aspect très important après décès qu'il faut penser, qui est l'impôt de la personne décédée, parce que ça a des enjeux majeurs après son décès. Donc, aujourd'hui, le plan de présentation, qu'est-ce qu'on va faire à l'ordre de jour? C'est que on va faire, premièrement, on va faire les rappels des notions. Qu'est-ce qu'un testament et les différents types de testaments? Je vous rappelle que ce n'est pas un cours sur les testaments ou les différents types de testaments. C'est juste à titre de rappel. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un décède, on a besoin de son testament pour pouvoir savoir c'est quoi ses actifs, c'est quoi ses biens et c'est comment est-ce qu'il est réparti, parce que cela a un impact au niveau de la déclaration de revenus de la personne décédée. Donc, c'est pour ça que j'ai fait juste ces notions au niveau du premier point, des rappels, qu'est-ce qu'un testament et les différents types de testaments, juste à titre de rappel. Okay. Dans le deuxième point, on va voir le représentant légal du contribuable décédé. Pourquoi? Parce que lorsqu'une personne décède, quelle qu'en soit la personne, il doit avoir un représentant légal de cette personne-là. On va voir c'est qui le représentant légal et c'est quoi ses obligations. Quand vous dites que, admettons, vous décédez aujourd'hui, vous dites que mon représentant légal, c'est ma conjointe, c'est mon fils ou c'est une tierce personne. En matière d'impôt, cette personne-là a des responsabilités qu'elle doit respecter. Donc, on va voir un peu c'est quoi un représentant légal du contribuable décédé. Le troisième point, on va voir la déclaration de revenus principal. Donc, quand quelqu'un décède, il y a une déclaration de revenus principal qu'on va faire après son décès. Après ça, on va voir également un autre point qui est la disposition réputée au décès. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque je décède, tous les biens que j'ai, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est pour ça que je parle ici des dispositions réputées au décès. Admettons, vous décédez en date d'aujourd'hui, vous avez des immeubles locatifs, vous avez des REER, vous avez d'autres biens. Sur le plan fiscal, il y a des conséquences qui viennent avec ça, il y a des dispositions réputées qui viennent avec ça. Donc, ça, c'est le point qu'on va voir. Le prochain point, on va voir le transfert à l'époux ou au conjoint. Donc, ça veut dire que si je décède, j'ai des biens, comment est-ce que je peux faire pour transférer ça à ma conjointe ou à mon époux?
après mon décès. Mais ça, on ne peut pas le faire automatiquement. Il y a également des règles qui viennent avec ça. Donc ça également, on va voir ça. On va voir le prochain point qui sont les droits ou les biens. Parce que parfois, lorsque vous êtes décédé, vous avez certains droits ou certains biens que vous possédez. On va voir le traitement fiscal de ça. Également, l'autre point également qu'on va voir ce soir, c'est les particularités. C'est-à-dire, vous savez, nous tous au Canada, on a le droit de cotiser au REER, on a le droit de cotiser, on a le REER qui peut se transformer en fait, on a le RPA. Le RPA, c'est le régime de pension agréé. Donc, ça veut dire que lorsque je travaille dans une entreprise, que ce soit le gouvernement fédéral, provincial, vous avez votre fonds de pension. Et lorsque vous décédez, ce fonds de pension-là ont des implications sur l'aspect fiscal. Donc, ça également, on va voir ça aujourd'hui. L'autre point également, il y a les revenus d'entreprise. Donc, ça veut dire que vous pouvez en même temps être patron d'entreprise, vous décédez, qu'est-ce qui se passe avec votre entreprise? Mais ça, je ne vais pas trop entrer en détail par rapport à ça, mais je vais juste le faire de façon sommaire parce qu'il y a plusieurs personnes qui travaillent en entreprise ou au gouvernement ou au privé qui ont les propres entreprises personnelles à la maison. Par exemple, ils peuvent faire de la consultation en informatique, de la consultation en n'importe quoi. Cette entreprise-là, au moment de votre décès, ça a des conséquences également. Donc ça également, on va voir ça ce soir. Et on va voir les points administratifs et les exigences. C'est-à-dire, quand je parle de points administratifs ici, ça veut dire qu'au moment du décès, c'est quoi les délais pour produire, qu'est-ce qu'il faut faire, c'est quoi les soldes qu'il faut payer et c'est quoi les exigences avec Revenu Canada ou Revenu Québec. Et enfin, le dernier point, j'ai préparé un tableau qu'on appelle aide-mémoire des démarches à faire. C'est-à-dire, ce serait un tableau d'aide-mémoire pour dire, ben, si aujourd'hui j'ai perdu quelqu'un, c'est quoi les démarches que je vais faire? C'est quoi l'étape 1? C'est quoi l'étape 2? C'est quoi l'étape 3? C'est quoi l'étape 4? Ainsi de suite. Qui va permettre, qui va vous aider un peu à mieux comprendre un peu comment est-ce que ça fonctionne. Qu'est-ce que le testament? Donc, je répète encore, c'est des rappels des notions importantes. Pourquoi je rappelle ça? C'est très important un testament. Parce que quand vous décédez et que vous avez les biens, ben, c'est le testament qui va définir comment est-ce que vous décidez de répartir vos biens. Suite à ça, le comptable ou le fiscaliste qui va faire votre déclaration d'impôt, il va dire, ben, admettons, M. X décède, M. X avait un immeuble locatif, M. X avait des REER, M. X avait une assurance vie, M. X avait ceci. Il faudrait que, avant que moi, comptable, que je fasse votre déclaration, je dois savoir qu'est-ce que dit votre testament. Pourquoi? Parce que le testament va orienter la façon à laquelle on va produire votre déclaration de revenus. Donc, c'est très important d'avoir le testament. Donc, je fais juste un rappel. Le testament, c'est un acte écrit juridique sur lequel vous stipulez qui héritera de vos biens et quelle part reviendra à chaque héritier. Donc, votre testament, vous allez définir si j'ai un immeuble, j'ai les REER, qui va hériter de ça. Et en fonction de la personne qui va hériter, ben, ça a des conséquences sur l'aspect fiscal. Donc, comme j'ai dit, c'est juste la définition du testament. Donc, on sait que le testament, il est révocable en tout temps. Donc, je peux faire mon testament en date d'aujourd'hui. Après 5 ans, je décide de la changer. C'est-à-dire, vous pouvez faire un testament. Même si vous dites, ben moi, je ne sais pas quand est-ce qu'on a appelé à décéder parce qu'on n'a pas le contrôle dessus. Même si vous n'avez pas la date, vous pouvez faire votre testament en date d'aujourd'hui et la changer quand vous la voulez. C'est-à-dire qu'admettons, vous faites votre testament aujourd'hui, au moment de votre décès, ou peut-être vous êtes malade, vous dites, ben, je pense que le testament ne répond plus à mes vœux, à ce que je vais léguer à mes enfants, ou à mes petits-enfants, ou à ma conjointe. Vous pouvez la modifier. Mais comme j'ai dit, ça s'est fait avec l'aide soit d'un notaire ou d'un avocat. Donc, un comptable ou un fiscaliste ne peut pas faire votre testament. Ça, c'était juste à titre de rappel. Mais il peut travailler en collaboration avec un comptable et un fiscaliste pour vous aider à faire votre testament, pour planifier comment est-ce que vous voulez léguer vos biens, qui va vous aider, qui va aider la succession à mieux gérer l'aspect fiscal. Là, le prochain point, on va voir les différents types de testaments. Donc, comme je dis encore, c'est juste à titre de rappel. Ce n'est pas un cours sur les testaments. Donc, on a le testament homolographé. Donc, c'est un testament. Il s'agit de la forme de testament la plus simple. Donc, ça ne coûte rien. Ça veut dire que moi, je prends une feuille de papier. Je dis, moi, Rodrigue, je lègue tous mes biens à ma fille, admettons, Émile ou n'importe qui, signé à Gatineau, Québec, le 20 septembre. Ça, c'est un testament homolographé. De l'écrire à la main sur un papier format. La particularité de ça, c'est qu'il doit être entièrement signé et daté par le testataire, autre qu'un moyen. Donc, ce type de testament-là, vous ne pouvez pas l'écrire sur un ordinateur. Vous ne pouvez pas prendre un ordinateur, vous écrivez ça sur Word pour dire que ça, c'est mon testament et je l'appelle testament
homolographié. Ça ne fonctionne pas. Dans le testament homolographié, c'est vraiment écrit à la main sur le papier. On ne peut pas utiliser un formulaire ou un ordinateur pour l'écrire. Il ne doit avoir aucun témoin. C'est-à-dire le testament homolographié, là, vous ne devez avoir aucun témoin. C'est vous seul que vous connaissez sa connaissance. Une autre personne ne peut pas connaître sa connaissance. Et dans la plupart des temps, d'après ce que je vois, c'est que, admettons, vous pouvez écrire votre testament homolographié, vous le gardez quelque part dans la maison et vous dites à une personne, à une tiers de la famille, que, ben, admettons, il m'arriverait un jour quelque chose, sache que j'ai mon testament homolographié quelque part dans la chambre où je dors, sans toutefois préciser où est-ce que ça se trouve. Parce que le testament homolographié, comme je dis, vous êtes la seule personne à savoir où est-ce que ça se trouve. Mais ça veut dire qu'il faut le garder dans un endroit que si quelque chose vous arrive, on est capable de fouiller la chambre et de trouver ça dans vos effets. Donc, vous êtes la seule personne à pouvoir savoir où est-ce que ça se trouve. Il ne doit avoir aucun témoin. Donc, vous ne pouvez pas avoir un témoin pour un testament homolographié. Vous êtes le seul à connaître son existence. Ou aussi, d'après ce que je vois sur certaines personnes dans la pratique, vous pouvez le confier à un notaire ou à un avocat aussi. Vous pouvez prendre votre testament homolographié, vous partez le confier à un notaire ou à un avocat. Donc ça, c'est le premier type de testament. Après ça, on a le deuxième type de testament qu'on appelle le testament devant témoin. Donc c'est un testament qui peut être écrit à l'ordinateur par vous-même. Ça peut être écrit à la main ou à l'ordinateur, ou bien vous pouvez le faire rédiger par une autre personne, notamment un avocat ou un notaire peut rédiger ça pour vous. Donc c'est un type de testament qui requiert la présence de deux personnes majeures. Donc, ça veut dire que si je fais un testament devant témoin, je dois avoir un témoin 1, je dois avoir un témoin 2. Donc, je ne peux pas faire le testament par devant témoin sans avoir deux témoins. Donc, c'est obligatoire de l'avoir. Vous pouvez également confier ce type de testament à un notaire ou à un avocat qui va l'inscrire au registre des dispositions testamentaires de son ordre professionnel. Ça veut dire que le moment venu, lorsque vous allez décéder, la première des choses, quand quelqu'un décède, normalement, avant de faire quoi que ce soit, il faut d'abord faire une recherche testamentaire. C'est obligatoire. Pourquoi? Parce que moi, je peux faire mon testament, je dis à mon décès, j'aimerais qu'on m'enterre au Canada. Ou j'aimerais, par exemple, à mon décès, que ben, on me met dans une urne et qu'on remet ça à mes enfants. Donc, ça veut dire que normalement, quand quelqu'un décède, avant de faire n'importe quelle action, il faut se poser la première question, est-ce qu'il a laissé un testament? Et c'est quoi ses vœux dans son testament? Le troisième type de testament, ben, c'est le testament le plus recommandé, qui est le testament notarié. Donc, ça veut dire que c'est un testament qui comporte plusieurs formalités. Il doit être reçu devant un notaire qui serait assisté toujours d'un témoin. Ben, ce type de testament, ça a beaucoup d'avantages. Donc, quand on dit testament notarié, ça veut dire que ben, c'est un acte authentique qui est juridique. Donc, ça veut dire que si une fois qu'il y a le décès, on fait la recherche, on va directement le retrouver. Par contre, le testament homolographié, parfois, il faut vérifier pour voir est-ce que c'est vraiment lui qui avait écrit ça de sa main? Est-ce que c'est sa main d'écriture? Est-ce que c'est lui qui l'a vraiment signé? Donc, je ne veux pas entrer dans l'aspect juridique de validation des testaments, mais sachez que les 2 autres testaments au décès, il y a les validations qu'il faut faire pour s'assurer que ben, ce testament-là a vraiment été écrit par la personne décédée. Que ce n'est pas un testament, par exemple, que son fils ou sa conjointe a écrit des choses pour dire, ben, mon mari avait dit qu'à mon décès, l'immeuble X me revient, ça me revient, ça me revient. Donc, on va faire les validations pour s'assurer si vraiment ça a été fait par la personne décédée. Alors que le testament notarié, son avantage, c'est que c'est fait devant un notaire qui est un officier juridique. Donc, ça a plus de valeur. On ne peut pas venir contester ça facilement. C'est déjà validé par un notaire. Donc, c'est ça les trois formes les différents types de testaments. Le prochain point qu'on va voir, c'est le représentant légal. Quand on décède, il faut un représentant légal de la personne décédée. C'est normal parce que quand quelqu'un décède, ça veut dire qu'il ne peut plus lui-même se représenter. Il faut son représentant qui va le représenter. Le représentant légal du contribuable, il peut être désigné dans un testament. C'est-à-dire qu'en faisant mon testament, je peux dire qu'à mon décès, je nomme ma conjointe Y qui va être ma représentante légale. Ou à mon décès, je peux nommer mon comptable ou mon fiscaliste Y qui va être mon représentant légal, qui va s'assurer de faire toutes les démarches nécessaires à mon décès. Moi, l'aspect que je vais toucher ici au niveau du représentant du contribuable, c'est juste au niveau de l'aspect impôt. Il y a les autres aspects que le représentant légal fait.
Mais moi, je ne veux pas toucher ces autres aspects-là. Moi, je vais aller vraiment dans l'aspect au niveau de la fiscalité. Qu'est-ce que le représentant légal, c'est quoi ses obligations? Donc, on a dit ici que le représentant légal, ça peut être le conjoint ou la conjointe, ça peut être un de ses enfants, ça peut être une tierce personne ou toute autre personne désignée. Donc, vous pouvez décider dans votre testament de dire que moi, je désigne toute autre personne comme mon représentant légal. Et ça, c'est un choix qui vient à vous en fonction de savoir la personne que je vais désigner comme représentant légal, il serait capable de pouvoir mieux gérer mes affaires à mon décès. Donc, le représentant légal du contribuable, il est responsable de quoi? Première chose, de la production des déclarations de revenus des décédés non produites avant l'année du décès. Ça, c'est quand on dit responsable, ça veut dire que si vous décédez aujourd'hui, vous désignez par exemple M. X, votre représentant légal, et que les autorités fiscales savent que c'est lui, ça veut dire que on ne peut pas poursuivre quelqu'un qui est décédé. On va poursuivre qui? C'est son représentant légal qui est responsable. Vous savez que le représentant légal est responsable de produire la déclaration de la personne décédée avant ou après le décès, la déclaration de revenus de l'année du décès. Dans l'année du décès, il doit produire une déclaration principale. Donc, on va voir tantôt c'est quoi une déclaration principale, qui comprend tous les revenus de la personne décédée pour la période allant du 1er janvier de l'année jusqu'à sa date du décès. Et il aura la possibilité également de faire les choix. Donc, la seule chose que je vais vous rappeler ici, c'est que le représentant légal du contribuable, admettons par exemple, vous décédez et que dans les représentants légaux, vous nommez que le représentant, mes héritiers sont par exemple mes 4 enfants. Et que parmi vos 4 enfants, vous nommez le premier fils comme votre représentant légal. Même si lui, il est le responsable de vous représenter pour faire vos déclarations et tout, s'il ne fait pas les choses comme ça se doit et que la succession doit de l'argent aux autorités fiscales, les autorités fiscales, dans la plupart des temps, ils vont se retourner contre les héritiers pour dire, il y a toi, ton frère était le représentant légal, il n'a pas payé les soldes de la succession et tout et tout. Ils peuvent faire des recours contre l'un des héritiers et dire à l'un des héritiers, maintenant, c'est à toi de prendre des recours contre tes frères. C'est pour ça que parfois, vous allez voir, lorsqu'il y a les successions, parfois, certains enfants vont renoncer à la succession, surtout lorsqu'il y a les successions qui viennent avec des problèmes. Admettons, il y a les impôts à payer, il y a des biens qu'on va vendre, il y a les soldes. Le représentant légal, s'il ne fait pas bien les choses et qu'il y a des soldes à payer, il ne paye pas, et que moi, j'étais héritier des biens et que je suis sur le plan financier la personne la plus solvable, les autorités fiscales peuvent se retourner contre moi, me poursuivre et récupérer cet argent-là et me dire, va voir le représentant légal pour récupérer ça. Donc, c'est vraiment important. Quand il y a un décès et que vous faites partie des héritiers et que parmi les héritiers, il y a un représentant légal, il faut le suivre. Parce que s'il ne fait pas les choses comme ça se doit, les autorités fiscales vont poursuivre parmi les héritiers la personne qui est solvable. Et ils vont te dire, toi, retourne-toi contre le représentant légal. Donc, on rappelle, le représentant légal, ça peut être un conjoint, un enfant, une tierce personne ou toute autre personne désignée. Et le représentant légal, ça se nomme comment? C'est à travers votre testament que vous allez désigner qui est mon représentant légal. Donc, on va passer au prochain point. Je ne sais pas si vous avez des questions en même temps. Arrête, est-ce qu'on pose les questions à la fin ou bien on fait d'abord la présentation? Tout dépend de toi. Est-ce que tu acceptes qu'on t'interrompe pour poser? Parce que moi-même, j'ai une question. Mais vous pouvez poser les questions au fur et à mesure. Ce serait beaucoup plus mieux parce que moi, je trouve que quand on fait une thématique sur quelque chose, c'est mieux d'avoir la question là et qu'on soit capable de répondre. Oui. Est-ce que je peux donc aller avec ma question? Absolument. Oui, le sujet du représentant légal là qu'on vient de débattre, moi j'ai une question. Oui. Imaginons que je prépare mon testament, je nomme un représentant légal, il n'est même pas au courant, peut-être c'est un des successibles, c'est quelqu'un qui fait partie de ma succession, et puis je le nomme comme représentant légal, je ne le forme pas, mais c'est quand je décède qu'il constate qu'il est représentant légal. Est-ce qu'il peut renoncer? Absolument. Il a toujours le droit de renoncer. Il peut toujours renoncer pour dire que moi, je refuse à ça. Mais généralement, les gens vont renoncer quand c'est un décès problématique. Admettons, par exemple, le défunt, avant de décéder, avait les dettes à Revenu Canada, à Revenu Québec, ou bien il a des années qu'il n'a pas produit, il a plein des actifs qu'il n'a jamais déclarés. Il ne faut pas oublier, on a dit le représentant légal est responsable de la production des déclarations de la personne décédée.
Donc, lui, il va analyser ça, il va dire, aïe, si je m'engage dans ça là et qu'il y a les soldes, il va faire des calculs, il va voir que ben, la personne qui est décédée, il n'a pas de biens, il n'a pas d'argent et tout, et il doit plutôt l'argent au gouvernement. Donc, pourquoi je vais m'embarquer dans ça et me ramasser avec les problèmes? Il va renoncer à ça. Et pour renoncer à ça, bon, il y a une section à la fin qu'on va voir. Tu ne peux pas juste le renoncer au quartier pour dire que ben, moi, je renonce à ça. Là. Tu vas aller voir un notaire pour dire, moi, en tant qu'héritier des biens ou représentant légal, je renonce à la succession de mon père ou de ma mère ou de mon frère et je ne veux pas être représentant légal. En ce moment-là, on va prendre les autres dispositions nécessaires. Oui, moi, j'ai une question. Je voudrais savoir, au cas où la personne décédée avait beaucoup de dettes. Oui. Est-ce que, et maintenant dans la famille n'a pas d'argent, qu'est-ce qui peut se passer? Mais si la personne a beaucoup de dettes, ce qui va se passer, c'est qu'on va regarder ses biens. Admettons, par exemple, la personne avait des immeubles ou la personne avait des rayés et tout. En ce moment, il va falloir voir un fiscaliste qui va faire la planification avec vous pour trouver les moyens. Comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir régler ces dettes-là? Donc, c'est très important à ce moment-là de rencontrer un professionnel. On va faire une analyse des biens. On va regarder, voir si la personne avait des rayés, si la personne avait des CELI, si la personne avait des placements ou si la personne avait des immeubles locatifs pour voir est-ce qu'on peut vendre ça pour pouvoir régler les dettes de la succession avec ça et tout. Je parle d'une personne qui est à l'aide sociale, oui. qui n'a rien, absolument rien. Et s'il n'a absolument rien, ça veut dire que la succession va devoir ce montant-là aux autorités fiscales et la succession doit se charger de payer cette dette-là aux autorités fiscales. Mais la succession, donc, c'est la personne qui hérite les biens de la personne décédée. Exactement, parce que si vous héritez les biens de la personne décédée et que la personne a les biens et les dettes, avant de prendre ces biens, il faut vous assurer que est-ce qu'il y a des biens dessus que je pourrais vendre pour pouvoir payer ces dettes. Parce que si vous ne faites pas ça, comme on a dit, le représentant légal, vous êtes responsable. Donc, vous ne pouvez pas hériter des biens de quelqu'un et ne pas payer ses dettes. Mais maintenant, tantôt, là, tu as dit que si quelqu'un refuse, si c'est un dossier qui a beaucoup de problèmes de dette, la personne refuse et qu'il n'y a personne d'autre qui peut prendre ça en charge, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que ça va aller dans un aspect juridique à la cour et il va faire ça devant un notaire pour dire que je refuse, je renonce à la succession, je ne veux rien savoir de ça. Et les autorités fiscales seront informées, on ne pourra rien faire par rapport à ça. C'est bien qu'il reste et tout, ça va aller dans les biens non réclamés. Vous savez qu'il y a les biens non réclamés à Revenu Québec et à Revenu Canada. Et sa déclaration de revenus va rester non produite. Pourquoi? Parce que le représentant légal a décidé de renoncer à tout ça. Donc, ça va rester comme un dossier non soldé. Mais par contre, la personne qui est décédée, tous ces biens qu'il a, par exemple, s'il avait ces régimes de pension qu'il recevait et tout, la succession ne pourra pas toucher ça. Alors, vous allez laisser ça comme ça parce que vous avez décidé de ne pas vous occuper de ça. Donc maintenant, le gouvernement, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut faire des transferts. La façon que le gouvernement fonctionne ici, le gouvernement se parle. Hein. Par exemple, si vous devez une dette au niveau des allocations des enfants et que c'est Revenu Canada qui verse ça, ils sont capables de faire des croisements et aller récupérer cet argent-là. Donc si la personne décède et que la personne veut les dettes et que vous dites représentant légal, je ne veux rien savoir de ça, je vous rappelle encore, vous ne pouvez pas le dire au quartier. Vous allez voir un notaire et lui notifier votre décision pour dire, moi, je renonce à la succession et je renonce comme représentant légal. Donc, ça veut dire que ça va rester sans traitement. Mais par contre, vous ne pouvez pas renoncer à tout ça et dire que vous allez hériter les biens de la personne. Ça ne marche pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'admettons, vous renoncez de vous occuper de ça, mais qu'on envoie un chèque à la succession, un chèque de REER ou un chèque de fonds de pension à la succession ou un chèque de n'importe quoi, vous ne pouvez pas toucher cet argent parce que vous avez décidé de dire que je renonce à la succession, mais ce n'est pas avantageux pour vous. Moi, ce que je vous recommanderais dans ce cas-là, ce serait de voir un spécialiste qui va vous accompagner avec ça. L'un des accompagnements qu'il peut faire, c'est qu'il peut vous dire que prenons au moins le peu qu'on a reçu de la succession et réglons au moins une partie des dettes de la personne décédée et tout simplement. Mais je vous dis, si la personne a les biens, ce ne serait pas avantageux de laisser ça. Admettons, il a un immeuble locatif et que vous ne vous occupez pas de ça, alors qu'on peut vendre l'immeuble pour pouvoir comme régler une partie de ses dettes et tout. Donc, moi, je pense qu'à ce moment-là, ce serait de contacter un spécialiste qui va vous accompagner avec ça et on va faire une planification par rapport à ça. Mais vous avez le droit de renoncer. Si vous renoncez, ça va aller dans les biens non réclamés.
Si vous allez dans le site de Revenu Québec ou de Revenu Canada, vous allez voir biens non réclamés. Ils ont près de 350 millions de dollars là-bas, des biens non réclamés. Ça vient d'où? Ça vient des successions que les personnes ne réclament pas. Ou bien, par exemple, vous avez des comptes bancaires que votre conjoint ou bien personne ne connaît. Donc, c'est-à-dire que je peux avoir mon compte bancaire, je suis la seule personne qui connaît ce compte-là. Si je décède et qu'il n'y a pas quelqu'un qui va gérer ma succession, les institutions financières vont prendre cet argent-là et retourner ça à Revenu Québec ou à Revenu Canada. Ça va aller dans les biens non réclamés. Donc, si vous avez des personnes qui sont décédées et que vous n'êtes pas sûr d'avoir tous les biens, allez sur le site de Revenu Canada, vous tapez biens non réclamés. Vous allez voir toute une liste de tous les biens des noms. Des personnes que vous allez voir, on dit, lui, il a laissé tel compte là-bas avec 10 000 $, il a laissé un compte ici avec 5 000 $, vous allez être surpris. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Merci, j'ai bien compris, merci. Donc ça, c'était l'aspect au niveau des représentants légaux. Donc c'est vraiment important d'avoir un représentant légal et d'être sûr que la personne que je mets représentant légal, il va être capable de pouvoir s'occuper de mes affaires après mon décès. C'est pour ça que généralement, les gens préfèrent les conjoints ou les enfants. Parce que c'est difficile pour un conjoint de laisser les affaires de son conjoint sans régler ça, ou les enfants. Donc, le prochain point, on va voir la déclaration principale. Quand quelqu'un décède, il y a ce qu'on appelle la déclaration principale. La déclaration principale, c'est quoi? Ce sont des sommes qui ont été payables périodiquement. Exemple, je décède le 15 août 2023 et que je travaillais, disons, dans une entreprise. Vous savez qu'au Canada, on fait la déclaration de revenus qu'on a gagné de janvier jusqu'en décembre, qu'on déclare plus tard le 30 avril si on est un particulier ou le 15 juin si on est un travailleur autonome, selon la loi de l'année suivante. Donc, ça veut dire que, si le décès arrive le 15 août, ben, on peut pas, la personne est décédée le 15 août, là, donc c'est à la fin de l'année qu'on va voir ses relevés, ses T4 pour faire sa déclaration et tout. Donc, il y a les revenus tirés des charges d'emploi. Le contribuable décédé doit inclure, c'est-à-dire le comptable qui doit faire la déclaration va inclure dans votre déclaration les revenus que vous avez gagnés du 1er janvier jusqu'à la date de votre décès. Ça va aller dans ce qu'on appelle une déclaration principale. Exemple, M. X décède le 10 août 2023. Son employeur lui verse une rémunération pour plus de 30 000 le 15 et le 30 jours de chaque mois. Donc, lui, ici, la personne qui est décédée, là, quand on va faire sa déclaration principale, on va prendre ses revenus qu'il a gagnés du 1er janvier jusqu'à sa date du décès, qui est le 10 août 2023. Parce qu'après le décès, ben oui, il ne travaille plus là, il n'y a plus de revenus. Donc cet argent-là, quand vous allez recevoir le relevé T4 ou le relevé 1 de la personne qui est décédée, il va falloir s'assurer que les revenus qui se trouvent là, c'est les revenus qui ont été gagnés du 1er janvier jusqu'à la date du décès, qui va aller dans sa déclaration principale. Après ça aussi, la personne peut avoir des revenus provenant des placements. Vous savez, si vous avez des dividendes, les revenus d'intérêt, les montants qu'on va mettre dans la déclaration principale, c'est les montants qui vont aller du 1er janvier de l'année du décès jusqu'à la date du décès, qui n'ont pas encore été payés. Donc, dans ma déclaration principale, quand le représentant légal va faire l'inventaire des biens de la personne décédée, il doit s'assurer que les revenus que j'ai, il faut que je sois capable de déterminer les revenus qui m'ont été remis, qui va aller de janvier jusqu'à ma date de décès, pour remettre ça à son comptable ou à son fiscaliste. Pourquoi? Parce que ça va aller dans la déclaration principale. Et aussi, s'il a les dividendes ou les intérêts, ça va être ceux qui partent de janvier à sa date de décès. Donc c'est ça, on a le paiement périodique au niveau de la déclaration principale, qui va être fait dans la déclaration. Plus loin, on va voir les délais de production. Quand est-ce qu'on doit produire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour produire? Donc ici, c'était juste pour comprendre la déclaration principale. C'est les sommes que j'ai gagnées du 1er janvier de l'année jusqu'à ma date de décès. Ici, on va voir un point très important qui est la disposition réputée. Donc ici, quand on parle de disposition réputée, ça veut dire que lorsqu'un contribuable décède dans une année d'imposition, les règles suivantes vont s'appliquer. Donc, il y a disposition à la juste valeur marchande de tous les biens en immobilisation amortissable, autre qu'amortissable qu'il possédait immédiatement avant son décès. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si moi, M. X, je décède en date d'aujourd'hui, j'ai un immeuble locatif, j'ai des revenus un peu de partout, j'ai d'autres biens partout.
à la date de mon décès, je suis supposé vendre tous ces biens-là à la valeur marchande du marché. Donc, ça veut dire que si j'ai un immeuble X, un triplex, qui coûtait 400 000, et qu'à la date de mon décès, le triplex coûte 1 million, selon la loi, ma successeur est supposée considérer que l'immeuble-là, à la date de mon décès, ça a été vendu à 1 million. C'est ça que ça veut dire, disposition à la juste valeur marchande. Et c'est très important ce point-là. Ça veut dire que quelqu'un qui est décédé peut avoir des immeubles et tout, il décide de dire, ben, moi, je ne les vends pas, je vais léguer ça à mes enfants. Non, 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 non. Tu as le droit de léguer à tes enfants, mais si tu l'avais acheté à 400 000, on va faire la date où tu es décédé, ça valait 600 000, on va faire 600 000 moins 400 000, ça va donner 200 000, on aura le gain en capital. Ce gain en capital-là, on va l'ajouter dans la déclaration du défunt, du décédé. Ça veut dire que même si moi, je suis le fils, et qu'on on va voir tantôt les règles de roulement. Ça veut dire que si moi, tantôt, je décède, j'avais un immeuble qui vaut 400 000, ça vaut à la date de mon décès 800 000, on va faire 800 000 moins 400 000, qu'on donne 400 000. Même si on n'a pas vendu l'immeuble et que j'ai légué ça à mon enfant, dans la déclaration de la succession, mon enfant doit venir dans ma déclaration, il doit ajouter 400 000 dans mon revenu, au lieu que l'immeuble n'a pas été vendu. Donc, vous voyez déjà l'impact que ça peut avoir. Donc, parfois, quand un enfant va voir ça, il va dire non, 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 moi, je préfère qu'on vende et qu'on paye ça, on paye l'impôt là à la succession. Ou bien, moi, je préfère quitter à vendre ça et faire ça. Pourquoi? Parce que si j'hérite de ça, où est-ce que je vais prendre l'argent pour payer l'impôt dessus? Même si mon père m'a légué, c'est bien. Donc, vous voyez déjà d'où ça vient là-dedans. Moi, pour pouvoir faire la déclaration, je vais retourner dans le testament. Je vais dire, ben, monsieur X avait un immeuble Y, avait des biens Y. Il a dit qu'il lègue ça à son fils. Est-ce qu'il connaît les conséquences? C'est-à-dire que le fils va l'avoir, mais le fils ne va pas payer. Mais la personne qui est décédée, dans sa déclaration, on va dire non, non, non. Selon la loi, c'est une disposition. Donc, l'immeuble là, même si tu ne l'as pas vendu, on va faire une juste valeur marchande du marché. Ça vaut 1 million. On va faire 1 million moins 400 000. On va 50%. On va ajouter ça dans la déclaration. Et la succession va payer l'impôt dessus. Donc, parfois, les héritiers vont se retourner, vont dire, ben, notre père nous a légué ça, mais on n'a pas l'argent pour payer ça. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'entend pour payer ça ou bien est-ce qu'on vend et on règle la succession et tout? Donc, vous voyez les enjeux qu'il peut avoir dessus. Parfois, il va te dire, ben, moi, je ne suis pas sûr qu'on va payer ça, nous, on va renoncer à ça, ou soit ça va dépendre. Il y a aussi les polices d'assurance et vie. La plupart de nous, ici, on a les assurances. Ce n'est pas au hasard, là. Quand tu décèdes, tu as une assurance. Quand tu décèdes, à la date de ton décès, la police d'assurance portant sur le contribuable ou sur une personne à laquelle il y a un lien de dépendance est réputée égale à la valeur de rachat afin d'éviter un gain en capital. On sait bien que les polices d'assurance ne sont pas imposables. Hein. Les polices d'assurance, quand la personne décède, l'argent que vous percevez en police d'assurance, c'est la seule chose que vous n'allez pas payer l'impôt dessus. Mais moi, je parle ici en termes de particuliers. Mais si vous avez une entreprise, que la police est en lien avec l'entreprise, c'est autre chose. Mais je ne veux pas entrer dessus. Ce n'est pas le thème du sujet ici aujourd'hui. Mais l'assurance vie que je parle ici, c'est l'assurance vie d'un particulier qui détient. Mais si vous avez une entreprise que vous exploitez et que vous avez une assurance vie pour protéger l'entreprise, ça, c'est autre chose. Mais l'assurance vie que je parle bien ici, là, il faut qu'on s'entende très bien dessus. Il y a les assurances vie qui sont imposables, d'autres qui ne sont pas imposables. Donc, quand la personne décède, il y a les assurances vie. On va racheter, la personne, généralement, l'assureur va vous dire, ben, est-ce qu'il y a un testament qui a été fait? On va faire le rachat de l'assurance vie et on va verser le montant à la personne qui est héritier et tout et tout. C'est pour ça que parfois, vous allez voir, les gens vont prendre les assurances vie. Pourquoi? Pour qu'à son décès, on encaisse le montant de l'assurance vie s'il avait légué les immeubles à son fils, qu'on soit capable de payer l'impôt dessus avec la police d'assurance vie. La police d'assurance vie ne se prend pas au hasard. Donc, si vous voulez éviter certaines choses, il est préférable parfois de dire que ben, si j'ai des immeubles, admettons un immeuble, deux immeubles ou d'autres biens ou une entreprise, c'est bien d'avoir les assurances vie. Parce que si vous n'avez pas les assurances vie, vous avez vu tantôt, je vous ai dit, si vous léguez un immeuble à votre fils, on ne lègue pas au fils gratuitement. Là. Il y a disposition et le fils va payer l'impôt dessus. Mais par contre, s'il y a un police d'assurance vie, l'enfant peut prendre la police d'assurance vie de son père ou la conjointe pour payer cette partie de l'impôt-là et rester avec l'immeuble en question. Parce que l'assurance vie, il n'y a pas d'impôt à payer dessus. Oui, j'ai vu qu'il y avait une question. Oui, oui, je voulais savoir, est-ce que
il y a une différence entre quand on lègue une résidence principale et un immeuble locatif. Est-ce qu'il y a une différence? C'est la même chose? Non, il y a une différence. Ça, c'est une très bonne question. La résidence principale est toujours exempte d'impôt. Quand tu vends ta résidence principale au Canada, tu ne payes pas l'impôt dessus. C'est-à-dire que quand tu vends, admettons par exemple, vous avez une maison à deux, conjoint 50%, l'autre conjoint 50%, à ton décès, on va voir tantôt le point qui parle de la résidence principale avec la conjointe. Donc, il y a un roulement à la conjointe. Et la résidence principale, lorsqu'on vend une résidence principale, on ne paye jamais d'impôt sur la résidence principale. Il y a une exemption pour gain en capital pour la résidence principale, sous réserve que vous respectez les conditions. Parce qu'au Canada, vous ne pouvez pas avoir deux résidences principales. C'est-à-dire que je ne peux pas avoir ma maison à Gatineau, une maison à Montréal, je dors à Montréal, je dors à Gatineau, à mon décès, je dis, ben, c'est ma résidence principale, les deux. Ça ne marche pas selon la loi. Selon la loi au Canada, vous avez le droit juste d'avoir une seule résidence principale. Et la seule résidence principale que vous avez le droit d'avoir une exemption dessus. Mais il y a aussi parfois des gens que je vois, ils ont la résidence principale, ils font la location avec ça, les NMB ou quoi que ce soit là. Ça, ça peut venir causer des problèmes au niveau de l'exemption du gain en capital pour la résidence principale. Parce que l'exemption pour la résidence principale, il y a des conditions qu'il faut remplir. Ça veut dire qu'au décès, le comptable va analyser pour voir est-ce que ça remplit les conditions. Et comme je répète encore, vous ne pouvez pas avoir deux résidences principales. C'est-à-dire que si vous avez deux maisons, parmi les deux, vous allez choisir laquelle est votre résidence principale au décès, qu'on va faire le roulement à l'autre conjoint. Donc, je vais prendre un exemple ici. Monsieur X a acquis un terrain à un coût de 30 000 $ en 2020. À son décès en août 2023, il lègue son terrain à sa fille. La juste valeur marchande immédiatement avant le décès était de 100 000. On demande de déterminer le montant à inclure dans la déclaration de Monsieur X. Donc, Monsieur X ici, là, il est déjà décédé là, dans sa succession. Vu qu'il a légué à sa fille, il a disposition à la juste valeur marchande. Donc, moi, sa fille, je vais faire 100 000 moins 30 000, ça va me donner 70 000, je vais appliquer 50% que je vais ajouter 35 000 dans la déclaration de mon père que je vais faire. Et ça veut dire que je vais faire le 35 000, que je vais appliquer le taux marginal dessus, disons 30%. Je vais faire 35 000 fois le 30% de l'impôt à payer. C'est à titre d'exemple. Il y aura 10 500 à payer. Il faut que je la paye. Si je ne la paye pas, ben, Revenu Canada, Revenu Québec va se retourner contre la succession et dire que non, 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 votre père avait laissé un terrain, il a dit qu'il te lègue ça, toi, sa fille, même si tu es sur le terrain, c'est toi qui gères la succession, tu vas nous donner cet argent et on va te poursuivre. On va poursuivre qui? La succession. Et toi qui es responsable de la succession. Le prochain point ici, c'est le transfert à l'époux ou au conjoint des faits ou à une fiducie. Ça veut dire que c'est ce que M. Georges parlait ici, il y a le roulement. Le roulement ne peut que se faire avec sa conjointe. Hein, M. Georges, ça veut dire que même si j'ai les enfants, je transfère mon immeuble, il n'y a pas de roulement à l'enfant pour l'immeuble. Ça veut dire que l'enfant va payer l'impôt dessus, la succession. La seule personne chez qui je peux transférer certains biens sans qu'il y ait d'impôt à payer, ce serait soit ma conjointe ou soit à une fiducie au profit de mon époux ou de mon conjoint. Parce que vous savez aussi, dans votre testament, vous pouvez prévoir de mettre sur pied une fiducie. Je ne vais pas entrer ici dans les règles des fiducies, parce que ça, c'est un autre thème. C'est-à-dire que moi, de mon vivant, je peux mettre sur pied une fiducie au profit de ma conjointe ou de mon conjoint de fait. Et je vous rappelle ici, quand on parle des époux conjoints, c'est au fin de la loi, parce que l'époux conjoint sur le plan fiscal n'est pas la même définition que l'époux conjoint sur le plan civil. Ici, quand on parle de conjoint, ça veut dire que c'est quelqu'un que vous avez vécu avec plus de 90 jours, même si vous n'êtes pas marié, sur le plan fiscal. Et tout. Maintenant, il y a les autres règles qui s'appliquent au niveau du décès. Quand quelqu'un décède, s'il n'est pas marié légalement, comment ça se passe? Ça, je ne vais pas entrer dans ce débat-là, parce que ça, c'est un autre thème à part. Mais quand je parle d'époux ici, ou de conjoint, c'est l'époux en termes de la définition qui est donnée au sens de la loi fiscale. C'est-à-dire c'est quelqu'un avec qui j'ai vécu plus de 90 jours. Plus de 90 jours à la même adresse, c'est ça? Exactement. Ça veut dire que je peux avoir quelqu'un avec qui j'ai vécu plus de 90 jours. Je ne suis pas marié, ce n'est pas la même chose là. Et on va voir les règles aussi là, parce que parfois j'ai vu dans certains dossiers, on va voir les règles. Il faut que la conjointe au moment du décès résidait au Canada. Vous ne pouvez pas dire que je suis ici au Canada, ma femme est hors du Canada, et que vous dites qu'à un moment de décès, c'est ma conjointe là. On va voir les règles des résidences.
Je n'ai pas très bien compris le roulement. Est-ce que je vais reprendre un peu ce que j'ai cru comprendre. Est-ce que, d'après ce que vous dites, on peut léguer à son conjoint? Par exemple, je parle par exemple de résidence principale, mais pas aux... Si on lègue aux enfants, il faut payer l'impôt là-dessus? Oui, on va arriver tantôt sur les autres points. En effet, il y a la seule personne chez qui on peut faire le roulement, il y a la conjointe, il y a certains éléments qu'on peut faire le roulement au niveau des enfants mineurs et handicapés. Ça, on va la voir plus tard. OK. Ça, on va la voir plus tard. Mais, de façon générale, la seule personne chez qui je peux faire un transfert sans impact fiscal, c'est ma conjointe. Et quand je parle de conjoint ou mon époux, je parle de la définition de conjoint au sens de la loi de l'impôt. Parce que le conjoint au sens de la loi de l'impôt est différent en termes civils, là, parce que quand tu décèdes, il y a le patrimoine familial et tout ça là, qui va être réglé selon le droit civil ou le common law, mais il y a l'aspect fiscal qui va être réglé selon la définition des époux et conjoints en matière de roulement. Donc, on dit ici que ou aussi je peux mettre sur pied une fiducie, comme j'ai expliqué tantôt. Donc, on peut mettre sur pied une fiducie qui va nous aider à une fiducie. Je ne vais pas entrer dans le thème de fiducie là, mais la fiducie, c'est que vous pouvez mettre sur pied une fiducie au profit de votre époux pour venir protéger votre patrimoine familial. Mais généralement, les gens qui mettent sur pied les fiducies, c'est des gens qui ont beaucoup d'actifs. Donc, pour éviter que il se ramasse avec les dettes avec Revenu Canada, Revenu Québec, il va mettre sur pied une fiducie pour léguer tous ses biens, pour que la fiducie vienne protéger ça là, pour éviter qu'il y ait des problèmes avec ça. Donc, on dit que pour que le roulement au conjoint ou à une fiducie exclusive au bénéfice du conjoint soit permis, il y a les conditions. Dans la première condition, le récipiendaire était l'époux, le conjoint de fait du contribuable immédiatement avant son décès. Donc, vous ne pouvez pas être séparés. Votre mari décède, vous apparaissez, vous dites non, non, c'est mon mari. Ça ne marche pas là. Avant le décès, vous devez être conjoint immédiatement avant son décès. Parce que ça se voit dans la pratique. Vous dites que mon mari, on s'est séparés depuis 6 mois, il est décédé, vous apparaissez, vous dites, c'est moi son conjoint là, je veux que le comptable roule tout ça à mon nom. On va vous dire, non, 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 ça ne marche pas comme ça là. On va regarder, est-ce que vous étiez conjoint de fait immédiatement avant son décès? On va appliquer la règle. Si ça ne s'applique pas, on ne peut pas venir appliquer cette disposition-là pour faire le roulement. Si ça est une fiducie, si le représentant est une fiducie exclusive au bénéfice du conjoint, résidence au Canada, le conjoint résidait au Canada immédiatement avant le décès. Donc, vous ne pouvez pas quitter ici, vous allez rester au Gabon 6 mois, votre mari décède, et que vous êtes séparés, vous apparaissez, vous dites que non, non, moi je réside au Canada. Ça ne marche pas. Au moment du décès, immédiatement avant son décès, vous devez être conjoint de fait et vous devez résider immédiatement au Canada avant le décès. Pour qu'on puisse appliquer cette disposition-là. Sinon, on peut s'assurer que cette personne-là est vraiment l'époux ou le conjoint de la personne qui est décédée avant de pouvoir faire le roulement. Je répète encore, quand on parle de roulement, ça veut dire qu'on transfère à ton époux ou à ton conjoint sans impact fiscal. C'est-à-dire que si j'avais un immeuble, je transfère l'immeuble à ma conjointe, il n'y a rien à faire dessus. Il n'y a pas d'impôt ou quoi que ce soit. On va faire une déclaration, mais ce sera au coût. Donc, il n'y aura pas d'impact fiscal. Quand on fait le roulement, c'est-à-dire que si ma conjointe remplit les critères, ça veut dire qu'il n'y aura pas de disposition à la juste valeur marchande. Donc, on va appliquer le roulement. Par contre, si vous n'êtes pas quelqu'un du domaine, vous ne pouvez pas savoir qu'il faut faire ça. Donc, le représentant légal d'un décédé peut choisir d'appliquer les règles. Donc, ça veut dire que si vous êtes représentant légal, vous prenez votre déclaration, vous pouvez donner à quelqu'un qui n'est pas du domaine et qui vous fait faire des choses. Il ne sait pas que je peux faire un roulement à ma femme. Donc, c'est un choix. Donc, ce n'est pas automatique là. Donc, ça veut dire qu'il faut que vous ayez voir un professionnel. C'est le professionnel qui va vous donner les conseils. Il va vous dire, non, 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 non. Vu que ton mari est décédé ou ton conjoint est décédé, voici c'est bien. Il y a une disposition de la loi qui te permet de faire un choix. Et je vais donc appliquer ce choix-là pour toi. Donc, ça veut dire que si vous voyez un professionnel, quelqu'un qui n'est pas du domaine, ce n'est pas tout le monde qui fait la fiscalité des personnes décédées en partant. Mais il faut vraiment rencontrer un fiscaliste qui s'y connaît dans ce domaine-là parce que la déclaration de quelqu'un qui est décédé n'est pas une chose facile. Donc, vous voyez, on dit le représentant légal d'un décédé peut choisir d'appliquer les normes de la disposition, c'est-à-dire en faisant le choix. Donc, ça veut dire que quand vous allez aller voir un professionnel, il va regarder avec vous, il va vous conseiller de dire, moi, je pense qu'il est mieux de faire ce choix pour éviter de payer l'impôt. D'accord? Donc, pour les biens transmis à l'époux ou au conjoint, dans ce cas, les règles normales de disposition au décès s'appliquent pour les biens choisis et les règles de roulement de l'époux du conjoint prévues ne s'appliquent pas.
Donc, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'impôt. On va choisir les biens. On va regarder les biens sur lesquels il y a des valeurs. On peut décider de dire que ça, on va transférer ça à l'époux, ça, on va faire comme ça, et tout, et tout. Mais comme je vous dis, ce n'est pas automatique. C'est un choix. Et le choix là, est fait par qui? Par le représentant légal. On va faire un exemple. Vous allez voir la différence. Si on fait un choix, si on ne fait pas un choix. On a par exemple M. X qui décède le 15 septembre. On prend pour hypothèse qu'il n'a pas d'autres revenus. Il avait un terrain qu'il avait acheté à 25 000. On a dit qu'au moment du décès, même si tu ne la vends pas, on évalue le bien à sa juste valeur marchande. Admettons qu'au moment du décès, ça valait 125 000. Si on fait sa déclaration de la succession, si on ne fait aucun choix, ça veut dire que dans la déclaration de la personne qui est décédée, on va venir ajouter 50 000 dans sa déclaration qui va payer l'impôt dessus. Si j'ai fait un choix de rouler ça à ma femme, on va dire que ma femme a acheté le terrain au même prix de 25 000 que son mari avait acheté il y a de cela 10 ans ou 20 ans. On va supposer que le prix de base c'est 25 000, il n'y aura aucun impact pour la personne décédée. Vous voyez la différence? Versus si j'ai fait le choix, versus si je ne fais pas le choix. Si je ne fais pas le choix, je vais payer l'impôt sur 50 000 sur ce terrain-là. Si je fais le choix, il n'y a aucun impôt. La femme va prendre le terrain, elle aura ça sans impact fiscal. Mais attention, la femme a pris. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va jamais payer l'impôt dessus. Hein. On a juste reporté l'impôt. Ça veut dire que quand la conjointe va décéder, elle va payer l'impôt quand même sur le terrain. Il ne faut pas oublier ça. Là. On a juste reporté l'impôt ici. On n'a pas sauvé l'impôt, mais la succession n'aura pas 50 000 à ajouter dans la déclaration de revenus pour venir payer l'impôt dessus. Pourquoi? Parce qu'on a fait le choix. Donc, il est important de vraiment voir les professionnels qui vont vous aider avec tout ça. C'est pour ça que quand quelqu'un décède, le professionnel va vous aider à faire la liste d'inventaire de la personne décédée. Et sur chacun des biens, on va analyser le traitement qu'on va faire. Oui, il y avait une question. Alors là, le testament, par rapport à ça, où est la place du testament si Non, le testament, ça veut dire que dans votre bien, dans votre testament, vous pouvez dire que le terrain que j'ai à Montréal, à mon décès, j'aimerais léguer ça à ma conjointe. Ça veut dire que moi, quand je vais prendre le testament, je vais voir que ce terrain-là, ça a été légal à la conjointe. Je vais regarder si la conjointe respecte les critères et je vais faire le choix. Si le terrain si dans le testament, on dit que le terrain a été légal à mon fils, ça veut dire que je ne peux pas donner ça à la conjointe parce qu'il faut que je respecte les vœux du décédé. Ça veut dire que lui, il n'y aura aucun choix. La succession va s'imposer sur 50 000. Ça répond à votre question? Ici, on parle du roulement à la conjointe. Là. Si le testament dit, moi, Rodrigue, à mon décès, j'aimerais léguer le terrain que je dispose à Toronto à ma conjointe. En ce moment-là, on peut faire le choix. C'est un choix. C'est-à-dire le fiscaliste va vous dire, ben, si tu ne fais pas le choix, voici le 50 000 qu'on va ajouter dans la déclaration de ton mari qui est décédé. Et ton mari, l'association va payer l'impôt dessus. S'il avait dit dans son testament que je lègue ça à mon fils, je vous dis, on va ajouter 50 000 parce qu'on ne peut pas rouler le terrain à l'enfant. C'est juste avec la conjointe qu'on peut faire le roulement. Tout à l'heure, tu as mentionné que quand on fait le roulement, ça veut dire qu'on a reporté l'impôt. Oui. On va le payer plus tard, à mon décès en tant que conjointe. Oui, en tant que conjointe, on va dire que Henriette avait reçu un terrain de 25 000, Henriette est décédée. Comme Henriette ne peut pas rouler ce terrain-là à son conjoint qui est déjà décédé, l'association d'Henriette va quand même payer l'impôt dessus, à ton décès. Maintenant, si au moment où je fais le choix que non, je préfère payer l'impôt sur les 50 000, oui. Au moment où moi je décède, est-ce que ma succession aura encore besoin de payer cet impôt? Oui, parce que si toi tu fais le choix, on va supposer que Henriette a acheté le terrain à une valeur de 125 000. Admettons, Henriette décède 20 ans plus tard. Le terrain de 125 000, ça va valoir encore 125 000. Ça va valoir 250 000. Donc, on va faire 250 000, moins le 125 000, on va payer l'impôt dessus. Parce que le terrain a pris de la valeur. Okay, merci. On ne va pas faire ça sur le 25 000. On va dire que non, le nouveau prix d'acquisition du terrain par Henriette, c'est 125 000. Si Henriette décède dans 10 ans et que le terrain dans 10 ans vaut 200 000, on ne va pas faire 200 000 moins le 25 000. On va faire 200 000 moins le 125 000, qui est la valeur qu'Henriette avait acheté le terrain. Ça veut dire que si c'était le premier décès lui-même qui avait ce terrain-là et qui décède plus tard, le terrain valait 250 000, on va faire 250 000 moins 25 000. La seule chose, c'est qu'en faisant le choix ici, on reporte l'impôt. En ce moment-là, si tu rencontres un fiscaliste, il va te dire, Henriette, sache que ce terrain que tu vas recevoir là, quand tu vas décéder de toutes les façons, il y a l'impôt dessus. Pour te protéger, il va te dire, prends une assurance vie.
qui va venir couvrir l'impôt à payer par rapport à ça. Il va te donner des conseils. Il va te dire, prends une assurance vie sur les enfants et sur les trucs. Et on va faire une planification pour dire que à ton décès, même s'il y a l'impôt à payer dessus, ta police d'assurance vie va venir payer tous les impôts qui restent là, mais tes enfants vont hériter du bien. Là, c'est ton conseiller qui va t'aider à planifier ça. Oui, ma question, c'est juste sur ce point ici. Oui. Admettons que l'épouse reçoit le terrain, elle ne paye pas l'impôt de 50 000. Oui. Et puis, elle décide de vendre le terrain quelques années plus tard. Oui. Qu'est-ce qui advient? Vous êtes en train de dire ici que vous prenez un bien que vous n'avez jamais, qui vaut 125 000, que vous n'avez déboursé aucune somme, et vous décidez de ne pas payer l'argent aux autorités fiscales. Ce qu'ils vont faire, c'est que toi, ils vont te poursuivre. C'est-à-dire qu'ils vont mettre une hypothèque légale sur ce terrain-là pour protéger les créances, premièrement, et ils vont aller dans la succession pour dire c'est qui les héritiers. Si par exemple, tu as des frères qui étaient également dans le testament et qu'il y a un de tes frères qui est le plus riche, ils vont dire, toi, le plus riche là, tu vas nous rembourser le montant de l'impôt à payer, va voir ta sœur et dis-lui de te rembourser l'argent que tu as payé. C'est ce qui va arriver. Donc, le plus avantageux, c'est que tu gardes le terrain pour le plus longtemps que possible sans le vendre. Il faut que ça soit un don toujours, c'est ça? Non, même si tu gardes le plus longtemps que tu dois le vendre, tu dois payer l'impôt dessus. N'oublie pas là. Une fois qu'on va faire la déclaration, si tu ne payes pas le solde de l'impôt dû, il y a les pénalités, les intérêts. Et de toutes les façons, le représentant légal, avant de te donner ce terrain-là, doit obtenir un certificat de décharge à Revenu Canada, à Revenu Québec. Parce que selon la loi, le représentant légal ne peut pas céder un bien à un héritier sans obtenir un certificat de décharge. On va voir ça plus loin. C'est-à-dire que quand quelqu'un décède, on fait son impôt, on va demander à Revenu Canada, à Revenu Québec, un certificat de décharge qui dit que la succession a payé tous les dettes qu'il y avait. Sinon, tu ne peux pas distribuer le bien à quelqu'un. Si tu distribues le bien à quelqu'un et que tu n'as pas payé l'impôt dessus, je te dis, on a vu tantôt plus loin, représentant légal, on va te poursuivre parce que tu es responsable. C'est pour ça qu'avant de distribuer les biens, le fiscaliste ou le comptable va demander un certificat de décharge à Revenu Canada et à Revenu Québec qui dit que cette succession a payé tous les impôts qu'il y avait. Elle a le droit de distribuer les biens de la succession. Sinon, tu ne peux pas distribuer les biens de la succession alors que tu n'as pas payé les dettes de la succession. C'est comme si tu accaparais des biens de la personne décédée et tu ne règles pas ses impôts. Ça ne marche pas. On va te dire non. Il faut obtenir le certificat de décharge. Si tu ne fais pas ça, on va te poursuivre. On va inscrire une hypothèque légale dessus. Là. Ils vont prendre d'autres moyens de recours pour saisir même le compte de la succession. Il ne faut pas oublier, quand quelqu'un décède, son compte bancaire va à la succession. Donc l'argent qui est dedans, là, on peut même saisir ça. Là. Il serait mieux de la payer parce que vous ne pouvez pas... En tout cas, le représentant légal, s'il est accompagné d'un fiscaliste, c'est la première des choses que le fiscaliste va lui dire. Qu'avant de distribuer les biens aux héritiers, il faut qu'on obtienne le certificat de décharge. Si tu fais ça, si tu distribues les biens sans obtenir le certificat de décharge, tu es responsable des dettes qu'il y a là. Parce que le certificat de décharge va venir prouver que tu as payé tous les dettes de la personne qui est décédée. Sinon, tu es responsable de ça. Donc, tu ne peux pas distribuer quelque chose alors que tu n'as pas réglé les dettes de la personne. Donc, qu'est-ce qu'on retient? Ce n'est qu'à ma conjointe que je peux rouler les biens, tout simplement. Si je fais ça à mon enfant, non, tu ne peux pas. Il y a les implications qui viennent avec ça. Donc là, on était toujours dans la déclaration principale. Maintenant, on va regarder le prochain point. Ce serait les droits aux biens. Les droits aux biens. Vous savez, quand quelqu'un décède, il a certains droits ou certains biens. C'est-à-dire, il a certaines prestations qu'il peut avoir, il a certains biens qu'il peut avoir et tout et tout. Donc, il y a trois options. Donc, ça, c'est la déclaration des droits aux biens. Donc, on peut le faire dans la déclaration finale du défunt, c'est-à-dire le représentant légal peut décider de dire que moi, je vais mettre ça dans la déclaration finale. On peut faire une déclaration distincte. Je vous ai dit, quand quelqu'un décède, on peut faire deux déclarations. Une déclaration finale et une déclaration distincte. Donc, je peux décider de dire que les droits aux biens, les droits ou les biens, je mets ça dans la déclaration distincte ou je mets ça dans la déclaration principale. Comme je vous dis, c'est un choix. Quand on parle de choix, ça veut dire que tu ne peux pas te lever un matin et faire le choix. Là. Il faut que tu sois accompagné par un professionnel qui va t'aider à faire ces choix-là. Il va t'aider à faire les choix qui seront avantageux pour toi, pour la succession. Tu ne peux pas aller voir quelqu'un là, tu dis juste fais-moi ça, mon frère est décédé, ma mère, fais ma déclaration là. S'il n'est pas quelqu'un de domaine, il va échapper à plein de choses et vous allez vous ramasser avec des problèmes. Donc, il y a trois options. On peut décider de mettre dans la déclaration finale, on peut faire la déclaration distincte où les droits biens peuvent être transférés aux bénéficiaires du défunt. Donc, on peut décider de transférer ça
aux bénéficiaires du défunt. Donc, c'est quoi les droits aux biens? Ce sont les sommes à recevoir au décès. Donc, c'est les sommes qui viennent après le décès. C'est-à-dire, c'est les sommes qui auraient conçu un revenu lorsque reçues ne correspondent pas à une somme accumulée. Exemple, voilà un exemple de droit aux biens. Un salaire versé après le décès pour une période antérieure entièrement terminée à la date du décès. Donc, ça va partir dans les droits ou les biens. Parfois, quand vous décédez, après le décès, il y a certains montants que vous recevez après le décès qui viennent de certains éléments. Donc, le comptable, le fiscaliste peut faire le choix de dire que moi, je considère ça comme un droit au bien ou un droit en fonction de l'optimisation qu'il veut faire. Les paiements des rentes du gouvernement, la pension sécurité vieillesse, les régimes de rente du Canada, la pension, le régime de pension du Canada et les RPA. Les RPA ici, je parle des régimes de pension, c'est vos fonds de pension. C'est quelque chose qui vient après. Parce que normalement, quand on travaille, on prend notre retraite, on reçoit notre fonds de pension après. Mais quand vous décédez, il y a les implications qui viennent avec tout ça. Donc, le comptable peut faire le choix de dire que moi, je vais mettre ça dans la déclaration finale ou bien je vais mettre ça dans une déclaration distincte qui sera comme les droits au bien. On a les dividendes déclarés, mais qui n'ont pas encore été payés. Il y a les uns parmi nous ici qui ont des entreprises ou bien qui sont actionnaires dans les entreprises. Vous savez qu'on est actionnaire d'une entreprise. À la fin, si l'entreprise fait les profits, on reçoit les dividendes. Ces dividendes-là, ça ne s'échappe pas. Là. Ça fait partie de vos déclarations. Là. Donc, ça veut dire que si moi, je décède aujourd'hui, j'étais actionnaire de Dolorama et qu'à la fin de l'année, Dolorama verse un dividende de 100 000, moi, le fiscaliste, je vais dire, moi, on va mettre ça dans les droits au bien ou on va mettre ça dans une déclaration distincte qui va dans les droits au bien. Une prestation d'une convention de retraite. Vous savez, par exemple, les conventions de retraite, parfois, les conventions ne sont pas à jour. Le temps qu'on négocie la convention, on peut venir indexer les montants pour dire que notre convention est expirée depuis 4 ans ou depuis 3 ans. Le jour que ton organisation va renouveler la convention, vous savez qu'on fait un renouvellement de convention, il y a les rappels des montants toujours qu'on verse. Hein? Dans les rappels des montants, là, si vous êtes déjà décédé, qu'on fait ces rappels-là, le fiscaliste peut décider de dire que moi, je vais mettre ça dans les droits ou les biens d'une déclaration distincte. Donc, voilà les éléments qui entrent dans la déclaration de droit, dans les droits ou les biens. Donc, quelqu'un qui est décédé, qui était dans son entreprise, était dans une convention et qu'on a renouvelé la convention, vous allez recevoir les relevés. Là. Il faut qu'il y ait un traitement particulier par rapport à ça, parce que c'est un rappel qu'on a fait. Donc, on va analyser pour dire, ça, il serait mieux ça qu'on mette dans les droits ou les biens pour faire une déclaration distincte. Est-ce que vous voyez la différence entre les deux? On a la déclaration principale, on a une deuxième déclaration qui est les droits ou les biens. Et aussi, les revenus ne peuvent pas être déclarés en partie. Donc, vous ne pouvez pas dire que moi, je vais être malin, je vais déclarer une partie ici. Admettons, vous avez le régime de rente, 5 000. Vous dites que je vais diviser 5 000 en deux. 2 500 à la déclaration finale, 2 500 à la déclaration des biens. Le gouvernement ne va pas accepter ça. Donc, quand vous faites un choix, c'est un choix. Donc, c'est pour ça qu'il dit ici que les revenus ne peuvent pas être déclarés en partie dans une déclaration et en partie dans une autre. Quand vous faites un choix, le choix va s'appliquer pour le choix qui a été fait. On ne peut pas jouer avec ça. On ne peut pas jongler pour séparer les deux. Donc, et qui fait encore ce choix, c'est le représentant légal. Donc, vous voyez que le représentant légal, là, il a beaucoup de responsabilités. S'il fait des erreurs, il est pris avec ça. Le représentant doit cependant être le même pour tous les droits. Exemple, il pourrait imposer les rentes du mois du décès dans la T1 terminale et les dividendes dans une déclaration distincte. Donc, on va analyser pour voir, on peut imposer les rentes dans la déclaration distincte ou dans la déclaration finale. Oui, M. Georges, vous avez une question? Oui. Est-ce que les assurances vie vont dans les droits ou bien? Je ne sais pas si vous étiez là au début. On a dit que les assurances vie sont exemptes d'impôts lorsque ça concerne un particulier. On ne paye pas d'impôts sur les assurances vie. Là. Mais par contre, ça, c'est sous toute réserve des autres conditions. C'est ce que je dis. Mais de règle générale, c'est pour ça que parfois on a les assurances vie pour venir nous aider. Là. Mais si vous êtes actionnaire dans une société ou quoi que ce soit, les assurances vie, c'est un autre traitement particulier. En ce moment-là, on ne parle plus de la même chose. OK, merci. Donc ça, c'est le prochain point. Ce sont les particularités. Les particularités, c'est quoi? J'imagine que parmi nous tous ici, il y a les gens qui ont les réels ici. Qu'est-ce qui se passe à mon décès au réel? Ça, c'est autre chose. Pour le défunt, c'est-à-dire la personne qui est décédée, il est réputé immédiatement avant son décès la JVM détenue. Donc, ça veut dire que moi, si je détiens les réels qui vaut 500 000 $, à mon décès immédiat, je suis supposé avoir sa juste valeur marchande et ça doit être inclus dans la déclaration finale de la personne décédée. Ça, c'est la règle de base. Donc, ça veut dire que si moi, je décède, j'ai les réels,
si je ne fais pas de choix, les institutions financières qui détiennent mes REER, ils vont envoyer un relevé à la succession pour dire que ben, voici le chèque qui vient avec ça et les paiements. Moi, en tant que comptable fiscaliste, je vais l'ajouter dans la déclaration du défunt. Vous comprenez que si quelqu'un a les REER, par exemple, de 500 000 ou de 150 000, on met ça dans sa déclaration avec tous les autres revenus, vous voyez qu'une succession peut se ramasser avec un impôt majeur là, au décès. C'est pour ça, parfois, vous allez voir quand l'héritier va voir le danger venir, il va parfois se reculer le plus tôt possible. Parce que ça peut venir avec des montants très significatifs. Donc, le REER, toute personne qui a un REER, au décès, si ça vaut 500 000 ou 100 000, taxe, moi qui ai décédé, je dois mettre ça dans ma déclaration au niveau de la succession. Si, maintenant, le comptable ou le fiscaliste peut décider de faire le transfert au conjoint. Donc, si le conjoint du bénéficiaire, donc, il y a la possibilité de transfert. Si le conjoint est bénéficiaire du REER, les fonds ne sont pas imposables. Donc, ça veut dire que si dans mon testament, j'avais écrit que moi, à mon décès, j'aimerais que mes REER soient transférés à mon conjoint ou conjoint, ça veut dire qu'en ce moment-là, je ne dois pas inscrire ça dans ma déclaration finale. Mais si ce n'est pas écrit dans le testament, ou ce n'est pas le soin du défunt, il doit s'imposer dessus. Donc, vous voyez l'importance du testament? Donc, le testament, c'est très important. Si le conjoint est bénéficiaire du REER, comment est-ce qu'on va savoir qui est le bénéficiaire du REER? C'est moi qui dois dire que dans mon testament, à mon décès, le REER, ce n'est pas une assurance vie là, que tu désignes qui est le bénéficiaire. Là. Dans le REER, on ne désigne pas le bénéficiaire. Là. Dans le cas où tu cotises tes REER, tu ne désignes pas qui est le bénéficiaire de mes REER. La seule façon de les désigner, c'est à travers ton testament. C'est pour ça, tantôt, quand on a commencé, on a fait le testament, je vous ai rappelé l'important du testament. Donc, quand vous allez faire votre testament, il faut lister vos biens pour dire, j'ai les REER, même c'est $1. À mon décès, j'aimerais que ces REER-là, les bénéficiaires de ça soit ma conjointe. Ça veut dire que moi, le comptable, le fiscaliste, quand je vais faire la déclaration, je vais dire, ben, qu'est-ce que le testament me disait en matière de REER? Le testament me disait que ben, je vais transférer ça à ma conjointe. Donc, ça veut dire que je vais transférer les REER, si j'avais les REER de 100 000, donc les fonds ne peuvent pas être imposables pour le défunt. Roulement pour éviter l'imposition. Donc, si le conjoint n'est pas le bénéficiaire, ça veut dire que si le conjoint n'est pas le bénéficiaire, mais que l'exécuteur achète les fonds au conjoint, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura la déduction pour moi, la personne décédée, et moi, le conjoint, je dois m'imposer dessus. C'est-à-dire que si j'ai mes REER, là, je décède, là, je n'ai rien prévu dans mon testament. Je prends les REER, là, ma femme, elle prend ça. Moi, quand elle fait la déclaration du défunt, vous savez que le REER vient réduire le revenu imposable. Donc, quand je vais faire mes revenus totaux, je vais faire moins les déductions, je vais faire moins mes REER, ça va réduire. Mais par contre, ma conjointe doit l'inclure dans sa déclaration de revenus. Mais il y a une déduction possible si les fonds sont destinés, ont contribué au REER. Donc, ça veut dire que si les fonds que j'avais contribué, ma femme avait contribué à dessus, il y a une partie que je peux déduire. Si dans mon testament, je n'ai pas prévu ça, je m'impose dessus. Ça veut dire que si à mon décès, j'avais les REER de 20 000, ben moi, le représentant légal, je dois dire que, ben, en tout cas, la banque va être au courant, là, ou bien l'institution qui gère votre REER. C'est pour ça que quand vous décédez, on vous demande qu'apportez-nous le testament. Parce qu'ils savent. Ils vont appliquer ce que ça dit. Si ils vont envoyer le chèque de paiement du REER à la succession, il ne faut pas prendre ce chèque-là, tu crois que c'est un bonbon. Là. Non, 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 non. Tu dois regarder qu'est-ce que le testament a dit. Si le testament n'a rien dit, et que tu décides de donner ça à la conjointe, et prend ça et fait des choses avec, lui, le défunt, il va enlever ça dans sa déclaration. Quand moi, je vais faire la déclaration du conjoint, je vais prendre les 20 000 là, je vais venir acheter dans ton revenu. Et si on met 20 000 dans ton revenu, tu vois l'impôt que tu vas payer avec ça. Parfois, tu vas dire, mais pourquoi tu ne m'as pas dit ça? Pourquoi tu ne m'as pas dit ça? Non, non, non. C'est parce que c'est la loi qu'il faut appliquer. Donc, c'est pour ça, parfois, quand quelqu'un décède, il faut s'asseoir avec le représentant pour l'expliquer. Que, ben, comme tu vois là, ça que je vais faire ça, voici ce qui va se passer. Ça que je vais faire ça, voici ce qui va se passer. Ça que je vais faire ça, voici ce qui va se passer. Es-tu d'accord, oui ou non? Il va dire, laisse-moi, je réfléchis. Après, il va dire, comme tu vois, moi, je vais renoncer à ça. Il va aller voir un notaire. Il va dire, tout ce qui est écrit là, moi, je renonce à toutes ces choses-là pour éviter de me ramasser avec les problèmes. Si ça a un enfant, donc je peux également faire mon testament, je dis à mon décès, j'aimerais que mes REER soient légués à mes enfants ou petits-enfants, mineurs en charge. J'ai bien dit ici mineurs. Donc, la possibilité, c'est quoi? Est-ce que je peux rouler ça à mon enfant? La réponse, c'est non. On a vu au départ, là, que vos enfants, là, vous dites que j'ai les biens pour mes enfants, là, oublie ça. Au-delà de ton décès, là,
tes enfants vont payer l'impôt dessus. Donc, est-ce que je peux faire le roulement comme je fais à ma conjointe? La réponse est même si les enfants sont mineurs? La possibilité, c'est non. Compliqué. Mais si là, tu vas rencontrer un fiscaliste, il va t'aider. Il va te dire que non. Pour éviter ça, qu'est-ce qu'on va faire? Mais possibilité d'étalement jusqu'à l'âge de 18 ans, car l'enfant devrait acheter une rente dont l'échéance ne va pas dépasser 18 ans. L'enfant mineur devrait s'imposer sur le montant du REER, aucune possibilité du roulement dans son propre REER. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si moi je décède, j'ai un enfant mineur, je peux rouler ça, je peux donner ça à mon enfant mineur et j'achète une rente jusqu'à l'âge de 18 ans. Et je dis que la rente va être 10 000 $ chaque année. Vous savez que lorsque vous faites un revenu de moins de 15 000 $, vous ne payez pas l'impôt, non? Donc, ça veut dire que si je donne 10 000 $ sur mes REER à chaque année à mon enfant pendant 18 ans, ben, techniquement, l'enfant va payer l'impôt dessus. Pourquoi? Parce que j'aurai acheté une rente pour l'enfant jusqu'à ce qu'il ne dépasse pas 18 ans. Ça, c'est une planification à faire. Donc, on va léguer l'équivalent du crédit d'impôt personnel. Parce que quand tu fais un revenu jusqu'au crédit d'impôt personnel, il n'y a aucun impôt à payer dessus. Donc, l'enfant va s'imposer sur le montant, mais il ne paiera pas d'impôt. Donc, ça veut dire que si j'ai un REER de 100 000, j'ai un enfant de moins de 18 ans, je vais dire, ben, moi, je vais acheter une rente pour mon enfant et je vais la mettre jusqu'à l'âge de 18 ans. Et je vais faire le calcul pour voir. Si chaque année, je vais checker le gouvernement. Vous savez, quand on travaille, là, on a le formulaire de crédit d'impôt, le crédit de base là, que tout le monde est rempli, qui dit 15 000, ainsi. Ce n'est pas au hasard que ça existe là. Ce n'est pas au hasard. Donc, ça veut dire que moi, je vais l'acheter et chaque année, je vais dire dans ma succession que à mon décès, dans mon testament, si mon enfant a moins de 18 ans, j'aimerais qu'à mon décès, les REER soient lui transférés et qu'on achète une rente dessus et que chaque année, on verse 10 000 $ dans la rente. Et lorsqu'on fait sa déclaration, on va faire le crédit d'impôt de base qui est 15 000 et moi, il a juste reçu 10 000, donc techniquement, il ne paye pas d'impôt par rapport à ça. Je vous rappelle que c'est juste des critères fondamentaux que je vous donne. Il ne faut pas aller faire ça comme ça sans rencontrer un spécialiste là. Il faut rencontrer un spécialiste qui va vous planifier comment faire les rentes pour éviter ça. Mais je vous donne un peu comment est-ce qu'on peut faire pour éviter ça. Mais ça doit être fait dans votre testament. Sinon, on a vu plus haut, c'est la déclaration finale du défunt qui va s'imposer. Donc, on va acheter une rente, on va l'étaler pour le bénéficier au fur et à mesure. Si c'est un enfant handicapé, parce qu'il y a des personnes qui peuvent avoir les enfants handicapés, ou les enfants mineurs ou les enfants en charge. Donc, si c'est un enfant handicapé, il y a la possibilité de faire un roulement. L'enfant handicapé devra s'imposer sur le montant. Afin d'éviter d'imposer immédiatement, on peut rouler au REER de l'enfant. On peut acheter une rente viagère également pour l'enfant ou fixer ça jusqu'à 90 ans pour un enfant handicapé. Donc, pour un enfant handicapé, si vous avez un enfant handicapé dans vos enfants, en faisant votre testament, vous pouvez planifier et dire que une partie de mon REER, peut-être serait mieux que je donne ça à mon enfant handicapé. On s'entend que lorsque vous faites votre testament dans un coin de la table, vous ne rencontrez pas un fiscaliste. Donc, vous ne connaissez pas toutes ces règles-là. Donc, c'est pour ça que quand vous voulez faire un testament, si vous allez voir un notaire, la première chose qu'il va vous dire, il va vous dire, allez voir un fiscaliste. On va s'asseoir à 3. On va planifier le testament en fonction de vos vœux pour éviter toutes ces choses-là. C'est-à-dire, le fiscaliste va dire au notaire que écris ça de cette façon, écris ça de cette façon, écris ça de cette façon. Le notaire va l'écrire. Si c'est un notaire fiscaliste, lui va vous conseiller. Il va vous dire, on va écrire ça comme ça, on va écrire ça comme ça, pour vous aider à éviter toutes ces choses-là. Parce qu'il y a les notaires qui sont fiscalistes hein, aussi. Il y a aussi les avocats qui sont fiscalistes. Mais s'il n'est pas fiscaliste, il va te dire, premier des choses, il va te dire, il faut qu'on aille chercher un fiscaliste, un comptable fiscaliste. Tu peux être comptable et tu n'es pas fiscaliste. Comptable et fiscaliste, c'est deux choses différentes. Là. Tu peux être comptable, ça être fiscaliste. La fiscalité, c'est un domaine très vaste. Donc, on va l'écrire à l'avance. Donc, tu ne peux pas l'écrire dans un coin sans savoir c'est quoi les dispositions qui s'appliquent par rapport à ça. Quand votre enfant est majeur, là, vous ne pouvez pas dire que je transforme mes enfants. Oubliez ça. Là. Il y a l'impôt qui vient avec ça. Pour éviter ça, on prend une assurance. On prend une assurance vie pour se protéger, tout simplement. C'est ça. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir les assurances. Je ne sais pas si les faits, ça vous touche ici, là. Les faits, ça, ce serait beaucoup plus les personnes qui sont à plus de 71 ans. Vous savez que selon la loi au Canada, vous pouvez cotiser les REER jusqu'à 71 ans. À la fin de vos 71 ans, vos REER que vous avez, ça se transforme en fait. Donc, ça veut dire que si vous décédez à 72 ans, vous n'avez plus de REER, vous avez les faits. C'est le même principe comme les REER qui vont s'appliquer, comme on a vu tantôt. C'est le même principe. Mais par contre, la seule chose, c'est qu'au niveau des faits,
il y a le retrait minimum obligatoire qu'il faut faire. Quand vous avez 71 ans et que vous avez cotisé à vos rayés, ça se transforme en fait. Même si vous ne voulez pas retirer, la loi dit que vous allez retirer un montant chaque année. C'est obligatoire, selon la loi. Et la personne qui va retirer ça, en fonction des planifications qui ont été faites, il va s'imposer dessus. Ici, ça, c'est votre fonds de pension. C'est-à-dire tous ceux qui travaillent, qui ont les fonds de pension et tout ce qui vient avec. Je ne sais pas, il y a plusieurs types de fonds de pension. Il y a les fonds de pension à prestations déterminées et les fonds de pension à cotisation déterminée. Je ne sais pas si vous savez la différence. Parce que c'est deux choses complètement différentes. On ne va pas faire un cours sur les fonds de pension ici. Là. Parce que quand vous travaillez au gouvernement, il y a les fonds de pension qui sont à prestation. Ça veut dire que quand vous allez aller à votre retraite, le gouvernement ou bien votre entreprise vous garantit 2% enfin le nombre d'années de service que vous allez avoir jusqu'à vos derniers jours. Alors que le fonds de pension à cotisation, ça veut dire qu'à votre retraite, si ça vaut 500 000, vous pouvez décider de dire, ben moi, je sors tous les 500 000. Je fais ce que je veux avec. C'est la même chose si vous décédez. Si vous avez un fonds de pension à cotisation, la succession est censée ôter tout le montant. Donc, si vous avez travaillé 30 ans, vous avez un fonds de pension à cotisation, parce qu'il y a deux fonds de pension au Canada. Prestation, cotisation. À cotisation à ma retraite, je dis, ben, ma cotisation dans mon fonds de pension vaut 500 000. J'ai besoin de ça pour aller vivre ma vie ailleurs avec ça. La loi vous permet. Mais au niveau fiscal, au niveau du décès, ça a des implications. Donc, de façon générale, un paiement mensuel forfaitaire est versé soit à la succession ou à un bénéficiaire nommé. Donc, quand vous décédez, là, normalement, dans votre fonds de pension, la personne qui gère votre régime va faire un versement mensuel, soit à la succession ou soit à le bénéficiaire nommé. Vous savez que votre fonds de pension aussi à la retraite, vous pouvez dire qu'à mon décès, je décide de répartir ça à mes enfants et à mes petits-enfants. Hein. C'est prévu. Vous pouvez faire ça aussi. Ça aussi, il faut prévoir ça dans votre testament. Pour dire, admettons, vous travaillez 60 ans et vous décédez à 65 ans. Mais vous avez votre fonds de pension qui est là, que vous avez cotisé pendant 30 ans de service. Qu'est-ce qui se passe avec ça? On va aller regarder votre testament pour voir qu'est-ce que le testament dit. Si le testament ne dit rien, on va prévoir les versements mensuels à chaque année. On va donner à la succession aux bénéficiaires. Quand le paiement est reçu, le montant est inclus dans le revenu, soit du bénéficiaire ou de la succession. Donc, c'est ça. Il y a la possibilité de faire le roulement au conjoint survivant, encore comme on a vu. Les enfants mineurs, il n'y a pas de possibilité de faire le roulement, mais il y a la possibilité de faire l'étalement en achetant une rente. Donc, on peut étaler. Donc, je peux dire que mon fonds de pension, si je décède plus tôt, admettons, j'ai travaillé 35 ans, je décède à 65 ans, dans mon testament, je peux prévoir que mon fonds de pension, à mon décès, je vais étaler ça à mes enfants en achetant une rente si je décède avant. Donc, tout ça, ça se planifie. Si toute autre personne et non le contribuable, donc au niveau du fonds de pension, ce n'est pas le contribuable décédé qui s'impose dessus, hein, c'est le bénéficiaire. Donc, c'est votre femme qui reçoit le chèque de fonds de pension, c'est elle qui s'impose dessus, ce n'est pas la succession. C'est la personne qui reçoit. Donc, c'est que si votre mari décède, on vous envoie un chèque de fonds de pension, vous encaissez ça, vous allez payer l'impôt dessus. Direct. Ce n'est pas la succession, ça c'est vous. C'est-à-dire vous en tant que la personne bénéficiaire. Donc, ça c'est ici. Et non le contribuable, ce n'est pas le contribuable décédé qui s'impose dessus dans sa déclaration. C'est la personne qui a perçu l'argent. Donc, ne prenez pas ça, vous encaissez ça juste comme ça. Non, 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 non. Vous allez payer l'impôt dessus. Il faut juste comprendre qu'il y a l'impôt que vous allez payer dessus. Ce n'est pas un argent que vous allez manger ça à 100%. Non. Il faut penser que vous allez voir un spécialiste qui va sortir une partie dessus pour remettre au gouvernement pour payer l'impôt. C'est tout. Mais c'est pour ça qu'avant de prendre cet argent et faire quoi que ce soit, il faut vous assurer qu'on a reçu le certificat de décharge. Si vous n'avez pas le certificat de décharge, vous prenez ces argents-là, ils vont se retourner contre vous. Oui, c'est ça. Et si vous êtes dans la succession 2 ou 3, ils vont regarder parmi vous, je dis encore, qui est le plus solvable. Parfois, un frère n'est même pas au courant que mon frère est en train de gérer la succession et ça mène les chicanes de famille. Tu as géré l'étude de papa, tu n'as pas fait ça, et moi je me ramasse, on se retourne contre toi. Les autorités fiscales vont te dire, est-ce que as-tu renoncé à ça? Si c'est non, on va te poursuivre. Je ne peux pas le renoncer au quartier. Tu dois voir un notaire et tu dois signifier ta renonciation. On va voir ça plus tard. Okay. C'est pour ça que quand quelqu'un décède, le représentant légal, il faut savoir ce qui se passe. Parce que parfois, il peut prendre l'argent, il mange, il fait des choses avec. Vous croyez qu'il fait les choses comme ça se doit, et plus tard, la succession se ramasse avec tout un tas de problèmes. Quand vous allez la recevoir de votre mari, conjoint, toi qui as reçu, à chaque année, tu vas mettre ça dans ta déclaration et payer l'impôt dessus.
Ça, c'est aussi les revenus d'entreprise. Il y a des gens parmi nous qui ont des entreprises aussi. Hein. Ils ont des entreprises. Je ne veux pas entrer dans ces détails parce que ça, c'est un autre thème du sujet qui est également très vaste. La seule chose qu'il faut retenir, c'est que les revenus d'entreprise jusqu'à la date de décès sont inclus dans la déclaration finale. Il y a d'autres particularités et tout, mais ce n'est pas le but de ça aujourd'hui. Le but d'aujourd'hui, c'était juste de faire un briefing au niveau du particulier. C'est bon? Donc, si quelqu'un parmi vous a les entreprises, à son décès, sachez qu'il y a des traitements particuliers par rapport à ça. Donc, je vous recommande fortement de voir un spécialiste pour ça. Quand on a un spécialiste, ça se passe bien. Parce que lui, au départ, il va faire l'inventaire avec vous. Il va orienter les choses. Il va orienter les choses. Ça va être beaucoup plus facile. Mais par contre, c'est quand on ne rencontre pas, ou bien vous commencez les démarches, vous faites des choses qu'il ne fallait pas faire avant. Vous savez que la loi n'est pas rétroactive. Hein? C'est-à-dire que si vous faites quelque chose, il ne faut pas dire que non, je ne savais pas. Nul n'est censé ignorer la loi. Donc, c'est ça. Donc, il faut voir un spécialiste avant de faire tout type d'action. Parce que tu peux pas dire que non, moi, je ne savais pas. On va te dire non, nul n'est censé ignorer la loi. Donc, ici, ça, c'est les pertes en capital net. Donc, ça, c'est les particularités aussi. Il peut y avoir des personnes qui ont des pertes en capital net, qui ont des traitements particuliers et tout. Je ne vais pas entrer trop dans les détails, mais sachez qu'il y a des planifications qui peuvent se faire avec ça, les déductions pour gain en capital qu'on peut faire avec ça par rapport. Par exemple, quelqu'un qui détient les actions dans une société, à son décès, on peut décider de dire que ben, moi, je vends mes actions et on demande l'exemption pour gain en capital lorsque tu vends tes actions d'une société pour éviter de payer l'impôt. Donc, ça, c'est le point également que ben, un spécialiste va vous aider avec ça. Donc là, on a terminé. On va regarder les points administratifs, qui est très important. Donc, on a dit le représentant légaux. Après le décès, les devoirs et les responsabilités. L'impôt sont délégués à un représentant légal. Donc, ça prend un représentant légal. Le représentant légal est responsable de quoi? Des impôts, des intérêts, des pénalités. Donc, ça veut dire que s'il y a des soldes à payer, vous ne la payez pas, les pénalités s'accumulent, les intérêts s'accumulent, ça incombe à qui? Au représentant légal. Si la distribution des biens du défunt sans avoir obtenu un certificat de décharge, il sera personnellement responsable. J'ai souligné ça ici là, pour attirer votre attention. Vous ne pouvez pas distribuer les biens de quelqu'un qui est décédé sans avoir obtenu un certificat de décharge. Si vous faites ça, comme tantôt, il y a une personne qui m'a posé la question que, ben, ouais, on prend les biens, bon, on ne paye pas l'impôt, plus tard on prend le terrain. Vous êtes personnellement responsable, selon la loi. Donc, pour pouvoir faire ça, le fiscaliste ou le comptable va aller chercher ce qu'on appelle un certificat de décharge. Le certificat de décharge, Revenu Canada va confirmer que tous les montants sont payés et acceptés. Et en ce moment-là, vous pouvez procéder et dire que ben, l'immeuble là prend, le chèque derrière prend, le chèque de ceci prend. Tant que tu n'as pas ça, tu ne peux pas faire ça. Je voulais juste ajouter de l'eau à ton moulin. Lorsqu'on a fait la formation sur les testaments, la notaire nous disait que le fait de commencer déjà à utiliser le bien du défunt présume qu'on a accepté la succession. On ne peut plus refuser. Exactement. C'est ça. Oui, c'est ça. Ça veut dire que si la succession, vous êtes le représentant légal, un chèque en, tac, tu prends le chèque, tu règles quelque chose avec. Tu ne peux pas venir dire après que non, moi je refuse, je ne savais pas. L'une est censée ignorer la loi. Donc avant de prendre toute disposition, tu dois rencontrer un spécialiste, vous allez vous asseoir. On va passer les points par point. Il va te donner les incidents. Il va te dire, je te laisse le temps de réfléchir. C'est comme ça que ça se passe dans la pratique. Si j'accepte ou si je quitte. Avant de faire, vous ne pouvez pas entamer les actions tant que vous n'avez pas validé que vous êtes d'accord avec ça. Et faire en milieu de route, dire, ben, en cours de route, j'abandonne. Vous ne pouvez pas abandonner en cours de route quand vous avez déjà embarqué. Et je vous rappelle que le représentant légal, ça peut être une tierce personne. Donc, cette tierce personne-là peut être poursuivie. Il faut faire attention là. Au début, on a vu qui est le représentant légal. Ça peut être le conjoint, ça peut être l'enfant, ça peut être une personne nommée. C'est-à-dire que même si moi, je n'ai rien à voir, admettons, vous me nommez comme votre représentant légal, moi, avant de l'accepter, là, je vais faire ce travail-là. Si je l'accepte et que je ne sais pas ça, je me mets à dire, ben oui, c'était la femme de mon ami, admettons, c'est votre ami, il vous a mis comme son représentant légal. Vous prenez ça, vous donnez à sa femme, vous prenez ça, vous donnez à sa femme, à ses enfants, sans obtenir le certificat de décharge. Revenu Canada, Revenu Québec va vous poursuivre. Vous serez personnellement responsable de la succession. Je dis que même si vous êtes un ami, hein, vous n'avez rien à voir avec ça.
Donc, l'autre point, les exigences de production de la déclaration. Donc, il y a 3 moments importants quand quelqu'un décède. Parfois, vous allez voir quelqu'un qui est décédé, ça fait 2 ans, il n'a pas produit sa déclaration. Et toi qui es le représentant légal, tu es responsable de faire ça. C'est-à-dire, admettons la personne décédée en 2023, qui n'a pas produit sa déclaration en 2022 ou le 2021, toi, ton représentant légal, là, tu dois régler ça. Même s'il était vivant en ce temps-là, et tu n'étais même pas là, et t'a mis comme représentant légal, c'est toi qui dois régler ça. Après ça, il y a la date du décès. On a les revenus de l'année du décès jusqu'à la date du décès. On a vu qu'il y avait la déclaration facultative possible. Après ça, on a tous les biens gagnés par la succession, la fiducie ou les bénéficiaires. Donc, quand quelqu'un décède, il y a 3 moments. C'est pour ça que je dis la déclaration au décès, on ne fait pas ça. On va d'abord regarder, est-ce que lui, avant qu'il décède, est-ce qu'il avait les impôts qu'il n'a pas réglés? Toi, le représentant légal, tu dois régler ça. Après ça, tu vas dire, au moment de son décès, c'est quoi les revenus qu'il a gagnés de la date du décès, du 1er janvier jusqu'à sa date de décès. 2e étape. 3e étape, tu vas dire, la succession a reçu les chèques. C'est quoi les chèques qu'on a reçus? Est-ce que ça va au conjoint? Est-ce que ça va où pour faire notre déclaration? Au niveau des déclarations des années précédentes, je vais réduire, je pense que c'est un peu plus gros. Déclaration des années précédentes, le décès. Si jamais en souffrance, aucun changement, il y a les pénalités et les intérêts. Même si tu es décédé, le gouvernement n'a pas de sentiment. Hein. Même si la personne est décédée aujourd'hui, n'a pas produit depuis 2020, quand tu vas produire, on va appliquer les pénalités et les intérêts. Et c'est toi le représentant légal, tu vas être responsable de ça, de t'assurer que tu as réglé ça. Donc, l'année immédiatement avant le décès, on produit les déclarations le 30 avril au Canada ou le 15 juin pour les particuliers en affaires. Si le décès survient entre le 1er novembre, donc si la personne décède entre le 1er novembre et la date de remise normale de la déclaration, c'est-à-dire soit le 30 avril ou le 15 juin, on doit faire sa déclaration 6 mois après la date du décès. Donc, ça veut dire que si la personne décède en décembre, donc on doit faire sa déclaration 6 mois. Vous voyez que ça vient vite là. Tu es encore dans le deuil, le gouvernement te dit que tu as 6 mois pour régler tout ça, pour nous donner l'argent. Donc, c'est pas évident. C'est pas du tout plaisant, mais c'est la réalité. L'année du décès ici, dans l'année du décès, on a la déclaration finale, comme on a vu. Si le décès survient entre le 1er novembre et la date normale des reprises, c'est 6 mois après la date de décès. Sinon, si la personne décède comme en août ou en septembre, c'est-à-dire si la personne décède avant le 1er novembre, le 30 avril, tout doit être réglé de l'année suivante, selon la loi. C'est-à-dire que s'il décède avant le 1er novembre 2023, sache que le 30 avril qui vient là, on doit faire tout ce que je vous ai montré là, obligatoirement, selon la loi. Mais s'il décède après le 1er novembre, tu as 6 mois encore après pour pouvoir le faire. Donc, il y a les exigences de production ici. Donc, il y a la déclaration facultative, comme on a dit, droit bien, dont on peut... non, j'étais ici. Donc, il y a la possibilité de report des paiements des impôts au décès. Donc, ça, vous ne pouvez pas le faire. On peut voir ça avec un fiscaliste, qu'on peut faire la possibilité de report. Donc, on peut faire une planification pour faire les reports. Donc, devra fournir... On dit ici que l'impôt relié aux déclarations distinctes. Si tu veux demander le report, on va fournir aux autorités fiscales une garantie. Parce que tu peux demander le report et tu quittes le Canada. Ils n'auront plus de recours contre toi. Donc, tu dois les fournir une garantie. Mais les intérêts vont continuer de s'appliquer. Donc, si jamais on voit que la succession a beaucoup de dettes et qu'on veut demander les reports et tout, on va dire, toi, le représentant légal, il faut que tu nous donnes des garanties. Donc, avec le gouvernement, on va regarder les garanties qu'on va donner. Pourquoi? Parce que tu peux tout liquider et disparaître du Canada. Et quand tu sors du Canada, on n'a plus de voie de recours contre toi. Donc, à la suite d'un déchet, vous devez faire plusieurs démarches. Donc, l'aide mémoire, c'est que, d'abord, il y a les services funéraires que vous pouvez faire, il y a les congés que vous pouvez avoir, il y a les preuves de décès, il y a la carte d'assurance maladie, il y a des traitements qu'il faut faire avec ça, il y a le testament, il y a la liquidation de la succession, il y a la successibilité, c'est-à-dire accepter ou refuser. En cas de renonciation, il faut le signer devant un notaire. Donc, je pense que j'ai fait le tour, vu qu'il nous reste que quelques minutes. Donc, pour moi, je pense que j'ai fait le tour de la rencontre d'aujourd'hui. Comme je vous dis, j'ai juste donné les points sommaires. Là. Il y a plein d'autres détails qu'on ne va pas entrer à l'intérieur. Le but, juste, c'était de briefer juste les points importants. Je n'ai pas parlé de tout ici. Il faut être conscient de ça. Il ne faut pas dire qu'il y a un point qui n'a pas parlé. Non, non. Je ne peux pas tout parler ici. Mais j'ai donné les points les plus importants. Je ne sais pas si vous avez des questions pour le temps qui nous reste. Il me ferait plaisir de vous répondre par rapport à ça. On sait qu'au décès,
DDU a des ententes avec les maisons funéraires qui prennent en compte, parce qu'ils prennent en compte beaucoup de choses qui se font là. Oui. Est-ce que ça aussi, là, ça ne va pas s'inscrire dans ce que DDU va prendre en charge là? Je ne sais pas si c'est quoi la procédure. La maison funéraire s'en charge uniquement des services funéraires. C'est tout. La maison funéraire ne fait pas votre déclaration d'impôt. La maison funéraire ne fait pas votre inventaire de la personne décédée. C'est le représentant légal qui fait ça. Là. DDI va désigner une entreprise de services. Vous allez désigner, payer les frais, envoyer les documents à la Régie des rentes du Québec pour dire que la personne est décédée. Et par la suite, vous avez les démarches à faire avec la maison funéraire pour faire les preuves de décès et remplir le certificat de décès et tout. Donc, les frais que vous faites là-bas, ben, ça c'est les frais que la succession va déduire. Admettons, par exemple, la personne décédée, on paye les frais pour tout et tout. Ben, ces frais-là ne sont pas des dépenses déductibles dans la déclaration de la personne décédée. C'est juste qu'on va sortir de l'argent de la succession pour payer ces frais-là. Vous savez, quand quelqu'un décède, la succession ne reçoit pas encore l'argent parce qu'il faut ouvrir un compte bancaire de la personne décédée. Entre-temps, quelqu'un peut sortir son argent de ses poches pour payer tous ces frais-là. Mais plus tard, la succession va rembourser ce montant-là à la personne qui a fait toutes ces dépenses-là. Mais ce n'est pas une dépense qui va avoir une influence au niveau de la déclaration de la personne. Je vais mentionner que Dernière Demeure Internationale, c'est une organisation à but non lucratif qui est là pour aider la communauté. On aide la communauté, mais on ne se substitue pas aux individus. Absolument. On n'endosse pas la responsabilité des individus. La deuxième mission que DDI s'est assignée, c'est cette mission d'information et d'éducation. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui n'avaient pas l'information. On fait de notre mieux pour aller chercher des professionnels pour qu'ils viennent vous donner des informations pour que demain, lorsque la situation se pose, que vous soyez à même de prendre la bonne décision. Ça, c'est notre mission. C'est ce qu'on peut faire. Mais on ne peut pas se substituer au représentant légal ou bien à l'individu, au membre qui doit préparer son testament. On lui dit qu'il doit préparer son testament. On appelle des professionnels pour l'informer, pour l'éduquer, afin qu'il ne soit pas surpris demain, afin qu'il ne laisse pas sa succession ou ses enfants dans la détresse. Exactement. Donc, c'est vraiment à ce niveau que nous, on intervient, Monsieur Abdel. Parce que quelqu'un a posé une question concernant quelqu'un qui est sur l'aide sociale. Lui aussi va désigner un représentant légal qui ne connaît pas. Ça va se jouer comment? Ou que vous soyez dans l'aide sociale, ou que vous n'ayez pas de revenus locatifs, un décédé doit avoir un représentant légal, quelle qu'en soit sa situation. Il doit avoir un représentant légal qui doit s'occuper de sa succession et faire ses déclarations d'impôts, quel qu'en soit le statut de la personne. Que ce soit quelqu'un qui n'a pas d'immeuble, que ce soit quelqu'un qui est juste un salarié, que ce soit quelqu'un qui ne travaille pas, que ce soit un retraité, à votre décès, vous devez avoir un représentant légal qui va s'occuper de votre succession. Merci pour DDI, n'est-ce pas, de nous offrir de telles opportunités. J'ai une question ou deux, ou bien en deux volets, c'est finalement, faudrait-il d'abord commencer par discuter de sa situation avec le fiscaliste avant de rencontrer un notaire ou vice-versa? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est peut-être quelque chose m'a échappé. Comment ça se passe si ma succession est hors Canada? Hors Canada. Déjà, pour la première question que vous mentionnez, si vous êtes résident canadien et que vous résidez au Canada, au fin de la loi, vous êtes censé faire votre déclaration au Canada. Vous ne pouvez pas avoir votre succession hors du Canada si au fin de la loi, vous êtes considéré comme résident canadien. Pour être considéré comme résident canadien, on est résident canadien de fait ou de droit. C'est-à-dire si vous résidez ici plus de 183 jours dans l'année ou que vous êtes résident canadien au fin de la loi, même si vous décédez à l'extérieur ou bien votre succession ne peut pas être à l'extérieur. Quand on est résident canadien, on est censé faire sa déclaration sur son revenu mondial gagné. Ça, c'est un autre thème. Ça veut dire que si moi, ici au Canada, et qu'entre-temps, je suis ailleurs également, ben, si je décède et qu'au fin de la loi, je suis résident canadien, même si ma succession est à l'extérieur du Canada, et qu'au fin de la loi, je dois faire ma déclaration sur le revenu au Canada, ma succession doit se passer au Canada. Donc, le représentant légal, techniquement, doit être au Canada.
Parce que sinon, tous les biens que vous allez recevoir, tous les éléments qui vont venir de votre succession, seront ceux du Canada. Ce ne serait pas hors du Canada. Ça, c'est pour la première question. Ça, c'est pour la deuxième question. Pour la première question que vous avez posée, est-ce que vous pouvez la répéter, s'il vous plaît, pour être certain que je réponde exactement? Oui, pour la première, c'est de demander, finalement, faudrait-il régulièrement réviser sa position avec le fiscaliste avant de corriger sa position? Mais comme je vous ai expliqué, je pense que j'ai compris. Comme je vous ai expliqué, le testament, c'est évolutif, vous pouvez la modifier. Donc, normalement, quelqu'un qui n'a pas vraiment de biens ou quoi que ce soit, il peut peut-être ne pas constituer un fiscaliste. Mais quelqu'un qui a peut-être les actifs ou certains biens, peut-être il est mieux d'aller voir un notaire ou un fiscaliste qui va discuter avec la personne pour comprendre c'est quoi ses objectifs, qu'est-ce qu'il voudrait après son départ. Est-ce qu'il voudrait que ses biens aillent à sa conjointe, à ses enfants et tout et tout? Le fiscaliste va vous orienter en fonction de ça pour vous dire, ben, si vous faites ça, voici les conséquences. Si vous faites ça, voici ce qui va passer. Il va vous donner les plans optionnels pour dire, ben, vous pouvez prendre ça pour protéger ça. Vous pouvez prendre ça pour protéger ça. Et vous pouvez le faire en date d'aujourd'hui. Et comme je dis, le testament se révise. Là. Vous pouvez modifier, vous pouvez faire votre testament en date d'aujourd'hui. Après 10 ans, vous décidez de dire que ben, ça ne répond plus à mes vœux, à mes objectifs, et vous la modifiez sans problème. Si les représentants légaux, oui, plus les autres héritiers, oui, tous renoncent, donc ils renoncent à la succession. Oui. Et qu'il y avait une assurance, vie comme vous l'avez appelée, oui, de 250 000 $. Oui. Est-ce qu'ils vont aussi renoncer à ces 250 000 $? Non, l'assurance vie, c'est deux choses différentes. L'assurance vie, ça va directement aux bénéficiaires. Mais par contre, on s'entend que quelqu'un qui reçoit 250 000 $ d'une assurance vie, est-ce qu'il va-t-il décider de laisser la succession de son père ou de sa conjointe ou toute autre personne dans les problèmes? Ça va être une question de jugement professionnel et de désir que le défunt a fait. Donc, si le défunt a dit que moi, je vous laisse une assurance pour pouvoir régler ma succession, ça veut dire que le défunt a été prévenu que ben, l'assurance, là, c'est pour éviter que ses ayants droit aient des problèmes parce qu'il pourra avoir une police d'assurance pour régler les dettes qui vont émaner de la succession. Mais si maintenant quelqu'un dit que moi, je veux prendre l'assurance, je m'en fous des dettes, ça, c'est une question de choix. Je ne peux pas apporter une réponse ou un jugement par rapport à ça. Là. Mais c'est juste que ça... Oui. C'est que je vais être... Donc, disons qu'il a une dette Là, donc, le défunt a une dette de 1 million. Oui. Il vous laisse une assurance de 250 000. Oui. Est-ce que vous pouvez accepter ces 250 000 alors que devant le gouvernement, vous avez renoncé à payer ces 1 million, ou vous allez chercher les 250 000 et les donner au gouvernement pour rester avec une dette de 750 000. Est-ce que ces 750 000 vous engagent? Comme je vous ai dit, si vous renoncez à ça, c'est que vous renoncez à tous les biens de la succession qui peuvent venir. Mais maintenant, au niveau de l'assurance, ça, certainement, ça demande un aspect de droit qu'il va falloir en ce moment-là peut-être voir avec un juriste qui va regarder c'est quoi la conséquence si jamais je prends le 250 000 et que j'ignore l'autre montant. Ça va être une question, ça va être un avocat ou un juriste qui va être capable de pouvoir voir c'est quoi l'impact de ça. À mon niveau, moi, je pense qu'à ce moment-là, il va falloir qu'on voit un juriste par rapport à ça, pour pouvoir analyser son impact. Mais, comme je dis, si le chèque est envoyé à la succession, le 250 000 est envoyé à la succession, vous ne pourrez même pas encaisser le 250 000 parce que vous avez renoncé à la succession. Comment est-ce que vous allez encaisser le 250 000? Parce que généralement, les assurances, les envoient ça à la succession. Donc, ça va être difficile pour vous d'encaisser ça, là. Parce que si personne ne s'est prononcé dessus. Parce qu'ils ne sont pas fous. Ils vont envoyer ça à la succession. Et quand quelqu'un décède, on crée un compte de succession. Donc, si vous renoncez à la succession, ça veut dire que tous les biens qui rentrent dans la succession, vous ne pourrez même pas encaisser le 250 000. Oui, DDI est là pour encourager d'abord. On n'a même pas encore traversé le cap de rédiger un testament. Si quelqu'un décède, qu'il n'a même pas le testament, le droit de fiscalité et tout ça, comment ça va se passer? Est-ce que c'est le gouvernement qui fait tout ça ou bien quoi?
Vous savez, je pense que vous avez eu à faire des formations avant ma présentation qui parlent du testament et tout. Et tout. Quand quelqu'un décède, il n'y a pas de testament et qu'il a les enfants ou conjoints, il y a des règles qui vont s'appliquer selon les statuts matrimoniaux. Mais la règle générale, c'est que si je décède, je n'ai pas de testament et que j'ai les enfants et une femme, les 2 tiers vont aux enfants, les 1 tiers va à la conjointe. Ça, c'est la règle générale. Mais ça veut dire que si les 2 tiers vont aux enfants et que j'ai les biens, on va appliquer les conséquences qui s'appliquent avec ça. Et les 1 tiers vont aller à la conjointe. On peut faire les choix pour éviter ça. Là. Donc, s'il n'y a pas de testament, on va appliquer le code civil ou le common law en fonction de votre province. En ce moment-là, c'est un tribunal qui va décider de comment est-ce que ça va se passer. Avec la fiscalité. Quand il n'y a pas de testament, c'est le tribunal qui va décider comment est-ce que le partage va se faire et le fiscaliste va prendre cet élément-là pour pouvoir travailler la déclaration avec. Mais de règle générale, quand quelqu'un décède n'a pas de testament, les 2 tiers vont aux enfants et les 1 tiers vont à la femme. On s'entend que si les enfants sont petits, sont mineurs, et que les 2 tiers vont aux enfants, ben, il y a des planifications qu'il va falloir faire. Si ça n'a pas été fait dans le testament. Donc, on va dire, ben, on va s'appuyer dessus pour faire ça. Mais comme je vous ai dit, monsieur Genga, vous pouvez faire un testament homolographé. J'ai dit ça au début. Vous l'écrivez dans un coin de la table, vous le gardez quelque part à la maison. Vous pouvez même dire à quelqu'un hors du Canada que si un jour que je marie, dis qu'on fouille ma maison, il y a quelque chose que j'ai gardé là-bas. Au moins, ça va alourdir la tâche du représentant légal. Parce que sans testament, il faut qu'on passe par la cour pour obtenir une décision. Et ça, ce n'est pas du chocolat. Là. Ça prend des frais. Il faut que tu engages un notaire, il faut que tu engages un avocat qui va faire ces démarches-là. Et vous connaissez combien ça coûte les notaires et les avocats pour faire ça. Donc, Merci pour les sauver beaucoup. ça, il serait mieux de l'écrire quelque part et le garder quelque part. Vous êtes le seul à savoir ça et dire à quelqu'un ailleurs que comme tu vois là, si un jour tu entends que je ne suis plus là, sache que j'ai quelque chose quelque part que j'ai gardé dans la maison. Mais tu ne dis pas l'endroit. Ça veut dire qu'on va fouiller la maison, on va trouver. Ou soit, vous la prenez également, partez voir un notaire ou un avocat, vous l'enregistrez. Et il ne faut pas oublier là, c'est évolutif. Si après 10 ans, ça ne répond plus à vos vœux, vous pouvez toujours aller refaire un nouveau. On va prendre toujours le dernier. Merci. Merci beaucoup, Paul Rodrigue. Donc, il y a toutes ces vidéos qui sont disponibles sur notre page YouTube. Alors, je vous inviterai à aller visiter, aller consulter, prendre le temps pour aller écouter, pour compléter, parce que s'il y a des problèmes juridiques, ça va venir compléter le côté fiscal que Paul Rodrigue vient de nous présenter. Alors, comme je vous ai expliqué, si tu permets, arrête, les avocats et les notaires travaillent beaucoup avec les fiscalistes et les comptables, beaucoup plus. Si surtout ce n'est pas un notaire ou un avocat fiscaliste, on travaille toujours en collaboration pour planifier toutes ces choses-là.